Bonjour, ma belle famille de lecteurs et passionnés d'histoire. Vos cœurs bienveillants et vos retours réfléchis signifient plus que je ne saurais l'exprimer. Hier, alors que je restais éveillé à penser à une erreur mineure dans mon histoire, j'ai été touché de réaliser à quel point cette communauté compte pour moi. J'avais peur que de telles erreurs ne vous fassent fuir. Mais votre soutien continu et votre douce guidance montrent la vraie force de notre lien. Permettez-moi de partager cette prière, de mon cœur au vôtre, puissent nos cœurs rester ouverts pour apprendre des histoires de chacun. Puissions-nous trouver la force en partageant nos expériences ensemble. Puisse la gentillesse guider nos paroles et la compréhension emplir nos pensées. Et puissent les liens que nous forgeons à travers les récits apporter de la lumière aux jours plus sombres. Pour chaque lecteur qui prend le temps de partager ses pensées, pour chaque cœur qui se connecte à ses contes d'espoir, pour chaque âme qui trouve du réconfort dans ses mots, nous rendons grâce pour cette communauté d'esprits bienveillants. Puissent nos histoires continuer d'inspirer et d'élever, nous enseignant l'amour, la rédemption et la croissance. Que la compréhension comble nos différences et que la compassion guide notre voyage ensemble. L'amour que je porte dans mon cœur pour cette communauté ne peut se mesurer par les seuls mots. Votre présence, vos retours et votre engagement rendent chaque histoire plus significative. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Appréciez-vous ces histoires? Quelles leçons en avez-vous tirées? Qui vous inspire en tant que conteur sur YouTube? Plus important encore, je veux savoir si mon travail vous satisfait et touche vos cœurs. Chaque mot que j'écris porte l'espoir d'apporter joie, compréhension et connexion émotionnelle à vos vies. Continuons ce voyage ensemble, avançant avec amour et émotion, bâtissant des ponts à travers des histoires qui touchent les cœurs et transforment les vies. Avec une profonde reconnaissance et affection. Monsieur Peter. Chapitre 1, La rencontre. Princeton. Le reflet d'Harvey le fixait depuis la fenêtre de son penthouse, un homme au pinacle du succès, pourtant hanté par le vide. Le soleil couchant peignait la ligne d'horizon de Manhattan de teintes ambrées et dorées, une vue valant des millions qui avaient depuis longtemps perdu sa capacité de l'impressionner. À 35 ans, son empire s'étendait sur plusieurs continents, mais ce soir, le silence de sa réussite était assourdissant. Ses doigts tracèrent le verre froid, suivant le contour d'un gratte-ciel lointain qu'il avait acquis le mois dernier. Le dernier trophée d'Harvey Industries, une encoche de plus à sa ceinture de succès. L'affaire avait fait les gros titres, la touche dorée d'Harvey frappe encore. Pourtant, il se tenait là, seul dans un penthouse plus grand que la plupart des maisons, entouré d'œuvres d'art valant plus que ce que la majorité des gens gagnaient en une vie. Monsieur Harvey? La voix de son assistant grésilla dans l'interphone, interrompant sa rêverie. La voiture attend. Le gala du Metropolitan Museum commence dans 40 minutes. Princeton ajusta son nœud papillon dans le reflet une pièce sur mesure de son atelier favori à Milan. Le visage qui le regardait était saisissant, pommettes saillantes, yeux sombres qui imposaient le respect, et une mâchoire qui figurait régulièrement dans les magazines d'affaires. Le temps avait été clément avec lui, ou peut-être était-ce le régime de soins coûteux sur lequel son consultant en images insistait. Une autre nuit, une autre représentation, murmura-t-il en saisissant sa montre Patek Philippe. Le garde-temps avait coûté plus cher qu'une petite voiture, mais dans son monde, une telle extravagance était attendue. Il enfila sa veste Tom Ford taillée sur mesure, chaque mouvement précis et exercé. L'ascenseur privé descendit silencieusement, ses parois polies reflétant sa posture parfaite. Princeton maîtrisait l'art de l'apparence. Chaque geste calculé, chaque sourire mesuré. C'était un jeu qu'il jouait avec expertise, transformant le charme en monnaie d'échange, le désir en affaire. Sa Rolls-Royce fantôme attendait au bord du trottoir. Gregory, son chauffeur depuis 7 ans, tenait la portière avec une déférence exercée. « Bonsoir, monsieur Harvey. »« Bonsoir, Gregory. » Princeton s'installa dans l'intérieur en cuir, inspirant l'odeur familière du succès. Le mai, et essayait d'éviter le trafic de la 5e avenue. La voiture glissa dans la nuit de Manhattan, une bulle de luxe flottant à travers le chaos de la ville. Princeton passa en revue la liste des invités du gala sur sa tablette, PDG, gestionnaire de fonds spéculatifs, famille de vieilles fortunes s'accrochant désespérément à leur pertinence. Il connaissait leurs faiblesses, leurs ambitions, leurs prix. Tout le monde avait un prix. C'était la première leçon que son père lui avait enseignée. Le Metropolitan Museum se dressait devant eux, sa façade classique illuminée contre le ciel assombri. Un tapis rouge s'étendait sur les marches emblématiques, les flashs des photographes créant une tempête d'éclairs artificiels.
Princeton vérifia son téléphone une dernière fois, 3 appels manqués de son dernier conseil d'acquisition, 2 messages de femmes dont il se souvenait à peine des noms, et un email de son attaché de presse concernant l'opportunité photo caritative de demain. Gregory ouvrit sa portière, et Princeton émergea dans une cacophonie de déclics d'appareils photo et de questions criées. Il offrit son sourire exercé, celui qui ornait aussi bien les couvertures de magazines que les salles de réunion. « Monsieur Harvey, par ici. » Princeton, un mot sur la fusion. « Monsieur Harvey, qui portez-vous ce soir ?» Il navigua à travers l'épreuve avec une aisance consommée, offrant des petites phrases comme des miettes de pain. À l'intérieur, le grand hall avait été transformé en un pays des merveilles scintillants. Des lustres en cristal projetaient des reflets arc-en-ciel sur les sols en marbre, tandis que l'élite de New York circulait comme des poissons exotiques dans un étang très coûteux. Princeton, chérie. Miranda Vale, une héritière bancaire qu'il avait brièvement fréquentée 2 ans auparavant, l'embrassa dans le vide près de la joue. Tu es dévastateur de beauté, comme toujours. Miranda. Il baisa sa main, le geste automatique. La collection Bulgari voussiait à merveille. Ses diamants captaient la lumière, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Une autre joueuse dans leur jeu sans fin de richesse et d'influence. Il se fraya un chemin à travers la foule, échangeant politesse et cartes de visite. Chaque conversation était une danse qu'il avait exécutée d'innombrables fois. Un compliment par-ci, une référence subtile aux affaires par-là, des promesses de déjeuner qui ne se matérialiseraient jamais. Le champagne coulait à flots, mais il garda le même verre toute la soirée, une autre astuce que son père lui avait apprise. Reste vif pendant qu'il devienne négligent, Phil. La soirée semblait destinée à n'être qu'un autre défilé oubliable de richesse et de prétention, jusqu'au moment où Sabine Odette monta sur la petite scène érigée près du temple de Dendur. Le murmure habituel des conversations continua un instant avant de s'éteindre lentement, comme une vague se retirant du rivage. Elle commandait l'attention, non par le volume ou la théâtralité, mais par sa présence. Sa robe bordeaux captait la lumière comme du feu liquide, la couleur marquant un départ défiant de la mer de noirceur et de tons neutres qui l'entourait. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent Princeton, féroce, intelligent, et totalement indifférent à la richesse qui l'entourait. Mesdames et messieurs, sa voix portait clairement, teintée d'un accent qu'il n'arrivait pas tout à fait à placer. Nous ne sommes pas ici ce soir pour une simple charité. Nous ne sommes pas ici pour soulager nos consciences avec des dons déductibles d'impôts. Nous sommes ici parce que dans cette ville de richesse et d'opportunités infinies, des femmes dorment dans les stations de métro avec leurs enfants, elles choisissent entre les médicaments et les repas, elles restent dans des relations abusives parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. La salle s'agita, mal à l'aise. Ce n'était pas le discours caritatif habituel, rempli d'appels doux et de gratitude pour la générosité. C'était un défi, enveloppé de grâce, mais tranchant comme une lame. Le projet Women's Haven ne demande pas votre pitié. Nous vous offrons une opportunité, une chance de faire partie d'un changement réel et durable, non par l'aumône mais par l'autonomisation, non par la charité mais par l'opportunité. Princeton se surprit à s'approcher de la scène, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Elle parlait de programmes d'emploi, d'initiatives éducatives et de soutien en santé mentale. Mais ce fut l'acier dans sa voix qui le captiva. Cette femme ne mendiait pas les miettes de la table des riches. Elle exigeait qu'ils reconnaissent leur devoir envers l'humanité. Lorsqu'elle conclut, les applaudissements furent d'abord clairsemés, puis s'amplifièrent. Pas la reconnaissance polie habituelle de ces événements, mais quelque chose de réel, quelque chose déclenché par le feu qu'elle avait allumé dans la pièce. Princeton la regarda descendre de scène, notant comment elle se déplaçait à travers la foule, gracieuse mais déterminée, acceptant les félicitations mais ne minaudant jamais. Il intercepta sa trajectoire près de la fontaine de champagne, offrant un verre frais. Discours convaincant, Mademoiselle Odette, bien que vous ayez pu aliéner la moitié de vos donateurs potentiels. Elle accepta le champagne mais ne but pas la qualité prime sur la quantité, Monsieur Harvey. Je préfère des donateurs qui comprennent notre mission, pas seulement nos avantages fiscaux. Ses yeux rencontrèrent les siens directement. Votre réputation vous précède, l'homme qui traite les cœurs comme des OPA hostiles. Et la vôtre vous précède, Mademoiselle Odette, la reine guerrière des droits des femmes qui ne cède jamais un pouce. Il sourit, de ce sourire qui faisait habituellement fondre la résistance. Bien que je sois curieux de savoir pourquoi quelqu'un de si opposé à l'élite riche choisit de courtiser son soutien. Je ne m'oppose pas à la richesse, Monsieur Harvey. Je m'oppose à la façon dont elle aveugle les gens sur leur humanité.
Elle posa son champagne intact. Dites-moi, quand avez-vous regardé votre empire pour la dernière fois et vu des gens au lieu de profit? La question frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Les affaires sont les affaires, mademoiselle Odette. Le sentiment mène à la faillite. Est-ce ce que vous vous dites la nuit, dans ce pantouse au-dessus des nuages? Son sourire ne contenait aucune chaleur. Comme c'est intéressant que plus les hommes comme vous grimpent haut, plus il devient difficile de voir le sol. Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, se déplaçant à travers la foule comme une flamme dansant hors de sa portée. Princeton la regarda s'éloigner, conscient d'une sensation inconnue dans sa poitrine, quelque chose entre l'irritation et l'intrigue. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait regardé au-delà de sa richesse, de son pouvoir, de sa façade soigneusement construite, et l'avait trouvé insuffisant. Il passa le reste de la soirée dans un étrange état de distraction. Les conversations habituelles semblaient creuses, les sourires exercés plus faux que jamais, ses pensées revenaient sans cesse aux mots de Sabine Odette, au feu dans ses yeux quand elle parlait de sa cause. C'était plus que de la passion. C'était un but, quelque chose qui manquait à sa vie depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Alors que sa voiture glissait vers chez lui à travers les rues calmes, Princeton se surprit à ouvrir sa tablette, cherchant des informations sur le projet Women's Haven. Le site web de l'organisation était simple mais puissant, des histoires de femmes qui avaient reconstruit leur vie, des statistiques sur la violence domestique et le sans-abrisme, des explications claires de leurs programmes et besoins. De retour dans son Penthouse, il se tint à la même fenêtre où sa soirée avait commencé. La ville scintillait en contrebas, mais maintenant il se surprenait à s'interroger sur les ombres entre les lumières, les histoires cachées dans l'obscurité. La voix de Sabine Odette résonnait dans son esprit. Comme c'est intéressant que plus les hommes comme vous grimpent haut, plus il devient difficile de voir le sol. Princeton Harvey n'avait jamais reculé devant un défi, n'avait jamais rencontré une force qu'il ne pouvait charmer ou plier à sa volonté. Mais alors qu'il fixait son reflet dans le verre noirci, il eut le pressentiment que tout était sur le point de changer. La reine guerrière des droits des femmes avait jeté un gant, et pour la première fois de sa vie, son argent pourrait ne pas suffire pour gagner la partie. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son assistant. Libérez mon emploi du temps pour demain matin. J'ai besoin que vous organisiez une réunion avec le conseil du projet Women's Haven, et découvrez tout ce que vous pouvez sur Sabine Odette. L'air nocturne portait les sons lointains de la ville, sirènes, musique, le pouls infini de la vie en bas. Princeton Harvey, maître de l'univers financier, se tenait dans sa tour de succès et se sentait, pour la première fois depuis des années, vraiment éveillé. Le jeu était sur le point de changer, et il n'était pas tout à fait sûr d'en connaître encore les règles. Chapitre 2, la proposition. Le balcon du Metropolitan Museum offrait une évasion temporaire des politesses étouffantes à l'intérieur. Princeton desserra son nœud papillon, laissant l'air frais de la nuit le submerger. La ville s'étendait devant lui comme un tapis d'étoiles, chaque lumière un testament de l'empire qu'il avait bâti. Pourtant, ce soir, la vue semblait différente, souillée par des mots qui ne voulaient pas quitter son esprit. Il ne s'était pas attendu à la trouver ici. Sabine Odette se tenait au bord du balcon, silhouette solitaire baignée de clair de lune. Sa robe bordeaux captait la brise légère, le tissu dansant comme une ombre liquide. Elle n'avait pas reconnu sa présence, mais la légère tension dans ses épaules lui indiqua qu'elle était consciente de son approche. « Vous fuyez vos admirateurs ?» Sa voix porta à travers l'espace qui les séparait, douce comme un whisky vieilli. « Plutôt la prétention, » répondit-elle sans se retourner. « Ça devient épais là-dedans, n'est-ce pas ? Toute cette richesse essayant de se convaincre qu'elle a une conscience. » Princeton vint se placer à côté d'elle, maintenant une distance prudente. De près, il pouvait détecter la subtile odeur de jasmin, une fragrance bien plus délicate que les parfums écrasantes prisés par son cercle social habituel. Vous semblez bien à l'aise pour juger des gens que vous connaissez à peine. Maintenant, elle se tourna, et le clair de lune capta les plans de son visage, soulignant des pommettes qui auraient pu orner des couvertures de magazines. Mais ce furent ses yeux qui le retinrent, sombres, intelligents, et complètement indifférent à sa présence. « J'en sais assez, dit-elle. Je sais que là-dedans, ils discutent de savoir s'ils vont donner à notre refuge de la même façon qu'ils discutent de quelle maison d'été acheter. Je sais que demain, ils se féliciteront de leur générosité tout en dépensant plus pour un déjeuner qu'ils n'ont donné pour aider des femmes en crise. Et pourtant vous êtes ici, demandant leur aide. » Il s'appuya contre la balustrade, étudiant son profil. « N'est-ce pas un peu hypocrite ?
Pas plus hypocrite que vous feignant de vous soucier de la charité tout en calculant les bénéfices en relations publiques. Ces mots ne portaient aucune colère, juste une certitude stable qui piquait son calme soigneusement maintenu. L'air nocturne changea entre eux, portant les sons distants de la ville sirène, trafic, le rythme éternel de la vie de Manhattan. Princeton se surprit à chercher ses réponses habituelles, les répliques rodées qui ne l'avaient jamais trahi auparavant. « Laissez-moi vous inviter à dîner », suggéra-t-il, les mots tombant de ses lèvres avec une aisance exercée. « Je suis intéressé à discuter d'investissements potentiels dans votre organisation. » Sabine se tourna complètement vers lui maintenant, et un sourire joua sur ses lèvres. Pas les sourires chaleureux et invitants qu'il avait l'habitude de recevoir, mais quelque chose de plus complexe, teinté d'une conscience qui le mit étonnamment mal à l'aise. « Êtes-vous toujours aussi transparent, monsieur Harvey ?» Elle fit un pas de plus, assez près pour qu'il pût voir les paillettes d'or dans ses yeux sombres. « Où suis-je spécial ? Je préfère les approches directes. Elles tendent à être plus efficaces. Efficace. » Elle goûta le mot comme un vin fin, le trouvant insuffisant. « Est-ce ainsi que vous voyez tout, en termes d'efficacité et de retour sur investissement ? D'après mon expérience, c'est la façon la plus honnête d'aborder toute situation. » Honnête. Maintenant, elle rit, un son à la fois musical et coupant. « Les cœurs ne sont pas des entreprises, monsieur Harvey. Ils ne se remettent pas d'OPA hostile. Ils ne peuvent être achetés, vendus ou échangés sur votre précieuse bourse. » Quelque chose dans ces mots frappa plus profondément qu'il ne s'y attendait, trouvant une fissure dans son armure dont il ignorait l'existence. « Vous avez fait pas mal de suppositions sur moi, mademoiselle Odette. » Vraiment ? Elle s'approcha encore, sa présence commandant toute son attention. « Dites-moi alors, quand avez-vous poursuivi pour la dernière fois quelqu'un qui ne pouvait pas faire avancer vos intérêts sociaux ou commerciaux ? Quand avez-vous regardé une femme et vu une personne au lieu d'une acquisition ? » La question flottait dans l'air entre eux, lourde d'implications qu'il n'était pas prêt à examiner. Princeton se redressa, ajustant ses manchettes, un geste nerveux qu'il pensait avoir éliminé il y a des années. « Vous êtes très prompte à me donner le rôle du méchant dans votre récit, » dit-il, sa voix portant un tranchant qu'il n'avait pas voulu. « Avez-vous considéré que je suis peut-être sincèrement intéressé par votre travail ? » « Oh, je crois que vous êtes intéressé. » La voix de Sabine s'adoucit, mais l'acier en dessous demeura. « La question est de savoir si vous êtes intéressé par notre mission, ou par l'ajout d'une autre conquête à votre collection. J'ai fait mes recherches, monsieur Harvey. Votre schéma avec les femmes est aussi prévisible que vos stratégies commerciales, identifier, poursuivre, acquérir et jeter. » Ces mots firent mouche avec une précision inconfortable. Princeton sentit sa façade soigneusement construite se fissurer légèrement, laissant passer quelque chose de réel. « Et si je vous disais que cette fois était différente ? Je dirais que vous leur dites probablement tout cela. » Elle se tourna de nouveau vers la vue de la ville, mais ses mots continuèrent de trancher. « Vous savez ce qui est vraiment triste ? Je pense que vous le croyez réellement à chaque fois. » Le grand Princeton Harvey, si convaincu de son propre charme qu'il ne sait plus faire la différence entre conquête et connexion. Le silence qui suivit sembla chargé de défis non dits. Princeton se surprit à étudier son profil, notant la force de sa mâchoire, la subtile défiance dans sa posture. Elle était belle, oui, mais pas de la manière manufacturée à laquelle il était habitué. Sa beauté portait de la substance, du caractère, une force de volonté qui l'attirait et le déstabilisait à la fois. « Dîner avec moi », dit-il encore, mais cette fois les mots sortirent différemment, moins lisses, plus réels. Pas pour discuter d'investissement ou faire des propositions. Juste un dîner. Sabine se retourna vers lui, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. « Vous ne savez pas faire, juste un dîner, monsieur Harvey. Tout est une transaction pour vous. Même cette conversation. Vous êtes là à calculer des angles, planifier des approches, penser à comment transformer cela en victoire. Vous semblez très certaine de qui je suis. Je suis certaine de qui vous avez choisi d'être. » Elle rassembla sa pochette, se préparant à partir. « Mais je me demande parfois si vous vous souvenez de qui vous étiez avant que l'argent et le pouvoir ne deviennent votre personnalité. » Elle fit mine de le dépasser, puis s'arrêta. « Vous voulez m'impressionner, monsieur Harvey ? Faites quelque chose qui ne vous profite pas, aidez quelqu'un qui ne peut pas avancer vos intérêts ou améliorer votre image. Montrez-moi l'homme que vous auriez pu être, au lieu de l'empire que vous êtes devenu. » L'odeur de jasmin s'attarda alors qu'elle s'éloignait, laissant Princeton seul sur le balcon.
Il se retourna vers la vue de la ville, mais les lumières semblaient plus faibles maintenant, l'empire qu'il avait bâti se sentant soudain creux. Son téléphone vibra. Une autre mise à jour de fusion, une autre affaire à conclure, une autre victoire à ajouter à sa collection. Pour la première fois depuis des années, il le laissa sonner, sans réponse. Les mots de Sabine résonnaient dans son esprit. Montrez-moi l'homme que vous auriez pu être, au lieu de l'empire que vous êtes devenu. L'air nocturne portait maintenant un frisson, ou peut-être était-ce le poids inconfortable de l'introspection. Princeton Harvey, maître de l'univers financier, se tenait seul sur un balcon, réalisant que malgré toute sa richesse et son pouvoir, il venait d'être complètement vaincu par la seule chose qu'il ne pouvait contrôler ou acquérir, la vérité. Il sortit son téléphone, ignorant les appels manqués et les messages, et ouvrit un navigateur. Le site web du projet Women's Haven brillait sur son écran, et il se retrouva à lire sur leurs programmes, leurs succès, leurs besoins. Pas à scanner pour des opportunités d'affaires ou des angles de RP, mais à lire réellement. À voir réellement. Quelque chose changeait, bougeait sous la surface de son monde soigneusement construit. Sabine Odette avait fait plus que rejeter sa proposition. Elle avait tendu un miroir dont il ne pouvait détourner le regard. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, Princeton Harvey n'était pas sûr d'aimer ce qu'il voyait en retour. Les sons du gala dérivaient à travers les portes du balcon. Rire, musique, la symphonie familière de la richesse et du privilège. Mais ce soir, tout semblait différent, comme si les mots de Sabine avaient altéré la fréquence de son monde. Il ajusta son nœud papillon, mais le geste semblait mécanique maintenant, parti d'un costume qu'il avait porté si longtemps qu'il avait oublié que ce n'était pas sa vraie peau. Alors qu'il se préparait à retourner à la fête, une pensée le frappa. Quand avait-il fait quelque chose pour la dernière fois simplement parce que c'était juste, et non parce que cela lui profitait? La question le suivit dans la foule scintillante, un murmure persistant dans son esprit que ni le champagne ni les politesses sociales ne pouvaient faire taire. Le jeu avait changé, mais il n'était pas sûr de connaître les nouvelles règles. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Princeton Harvey avait l'impression de perdre. Et le plus étrange de tout, une partie de lui accueillait cette défaite. Chapitre 3, le défi. La salle de conseil d'Harvey Industries incarnait le pouvoir. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Manhattan, tandis que la table en acajou luisant s'étendait comme une piste d'autorité. Princeton était assis en bout de table, regardant Sabine Odette commander l'espace comme si elle le possédait. Son tailleur gris anthracite était bien loin de la robe bordeaux du gala, mais elle le portait avec la même confiance royale. Le projet Women's Haven n'est pas juste un refuge, continuait-elle, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce. Nous sommes un programme complet de réhabilitation et d'autonomisation. L'année dernière seulement, nous avons aidé 78 femmes à passer de la crise à l'indépendance, 34 d'entre elles dirigent maintenant leur propre entreprise. Princeton étudiait sa présentation avec une indifférence exercée, bien que son esprit revint sans cesse à leur rencontre sur le balcon 3 nuits auparavant. Elle avait troqué son maquillage de soirée pour un look plus subtil, mais ses yeux contenaient toujours cette même intelligence féroce qui avait d'abord capté son attention. Des statistiques impressionnantes, l'interrompit-il, les doigts joints sous son menton. Mais vous demandez 5 millions de dollars pour agrandir un refuge qui sert, quoi, 50 femmes tout au plus? Les comptes n'y sont pas, mademoiselle Odette. Les membres du conseil s'agitèrent, mal à l'aise. Ils n'avaient pas l'habitude que leur PDG soit si directement conflictuel lors des réunions de présentation. Mais Sabine ne s'y a pas. Chaque femme que nous aidons impacte au moins 5 autres personnes dans son réseau enfants, famille, communauté, mais vous le sauriez si vous regardiez au-delà des feuilles de calcul. Elle avança sa diapositive de présentation. Ce sont de vraies personnes, monsieur Harvey, pas des entrées dans un grand livre. Les chiffres ne mentent pas, mademoiselle Odette. Non, mais ils ne disent pas toute la vérité non plus. Elle posa ses mains sur la table, se penchant légèrement en avant. Le geste n'était pas agressif, mais il commandait l'attention. Dites-moi, monsieur Harvey, avez-vous déjà passé une nuit à vous demander d'où viendrait votre prochain repas? Avez-vous déjà dû choisir entre nourrir vos enfants et payer le loyer? La salle de conseil devint tendue. Princeton se leva lentement, boutonnant sa veste. Dans mon bureau. Maintenant. Il pouvait sentir les yeux des membres de son conseil les suivre alors qu'il menait Sabine dans le couloir. Son bureau d'angle était encore plus impressionnant que la salle de conseil, 3 murs de verre offrant des vues panoramiques sur la ville qu'il avait conquise. Des œuvres d'art valant des millions ornaient les murs,
chacune soigneusement sélectionnée pour projeter puissance et succès. C'était toute une performance, dit-il en fermant la porte. Bien qu'antagoniser le conseil ne soit peut-être pas la meilleure stratégie de collecte de fonds. Sabine se tenait au centre de son bureau, non intimidée par les atours de richesse qui l'entouraient. « Je ne suis pas là pour jouer la comédie, monsieur Harvey. Je suis là parce que des vies de femmes sont en jeu, tout est question de vie ou de mort avec vous, n'est-ce pas ?» Il se dirigea vers son bureau, une pièce massive de marbre italien qui avait nécessité une ingénierie spéciale pour être installée. Pas de place pour la nuance ou la négociation. Quand vous avez tenu la main d'une femme pendant qu'elle décide de quitter son bourreau, quand vous avez regardé des enfants dormir dans des stations de métro parce que leur mère ne peut pas payer le loyer, oui, tout devient aussi clair. Elle s'approcha de son bureau, son reflet effleurant sa surface polie. Mais vous ne comprendriez pas cela, n'est-ce pas? De là-haut, les gens ressemblent probablement à des fourmis. Princeton sentit cette fissure familière dans son armure, celle que ses mots semblaient uniquement capables de créer. Vous pensez m'avoir complètement cerné, n'est-ce pas? Je pense que vous avez oublié ce que signifie être humain. Elle jeta un coup d'œil autour de son bureau, absorbant les étalages évidents de richesse. Tout ceci. C'est comme une armure que vous avez construite autour de vous. Mais une armure ne fait pas que garder les choses à l'extérieur, monsieur Harvey. Elle vous piège aussi à l'intérieur. Il se déplaça vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Vous avez marqué votre point, mademoiselle Odette. Plusieurs fois, en fait. Mais les appels émotionnels ne changent pas les réalités financières. Alors laissez-moi proposer quelque chose de différent. Elle s'approcha, son reflet rejoignant le sien dans la vitre. Passez une semaine dans notre refuge. Pas de clause de sortie, pas de parachute doré. Voyez à quoi ressemble la vraie force. Il se tourna pour lui faire face, la trouvant plus proche que prévu. Et qu'est-ce que cela prouverait? Qu'il y a des choses dans ce monde que l'argent ne peut pas réparer, et des gens qu'il ne peut pas acheter. Ses yeux tenaient les siens, inébranlables. 7 jours, monsieur Harvey. Vivez parmi elles. Travaillez à leur côté. Puis dites-moi que notre programme ne vaut pas chaque centime. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je suis toujours sérieuse à propos de ce travail. Elle fit un autre pas, assez près pour qu'il pût détecter cette note familière de jasmin. Qu'est-ce qui ne va pas? Peur de sortir de votre tour? Peur de ressentir réellement quelque chose? Princeton bougea pour mettre son bureau entre eux, ayant besoin de la barrière physique. Et si je refuse? Alors vous aurez prouvé exactement quel genre d'homme vous êtes. Elle rassembla ses documents de présentation. Un homme qui se cache derrière son argent parce qu'il a oublié comment affronter la réalité sans lui. Vous me demandez de gaspiller une semaine de mon temps pour prouver un point. Non. Je vous offre une chance de vous rappeler qui vous étiez avant que tout cela ne devienne votre identité. Elle fit un geste vers le bureau. Quand avez-vous fait pour la dernière fois quelque chose qui comptait vraiment, monsieur Harvey? Quelque chose qui changeait des vies au lieu des cours de bourse? La question le frappa plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Je change des vies tous les jours. Je crée des emplois, je stimule l'innovation. D'une distance de sécurité, l'interrompit-elle. À travers des intermédiaires, des initiatives et des dons déductibles d'impôts. Quand avez-vous regardé quelqu'un dans les yeux pour la dernière fois et l'avez-vous vraiment vu, vraiment aidé? Princeton se retrouva à son bar, se versant un verre dont il n'avait pas vraiment envie. Vous avez un talent remarquable pour faire passer le succès pour un défaut de caractère. Le succès n'est pas le défaut. C'est ce que vous l'avez laissé faire à votre humanité. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Une semaine, monsieur Harvey. 7 jours pour me prouver que j'ai tort à votre sujet. Ou avez-vous peur que je puisse avoir raison? Le défi flottait dans l'air entre eux. Princeton but une gorgée de son scotch, gagnant du temps. Et si je fais ça, si je passe une semaine à traîner dans votre refuge, alors peut-être comprendrez-vous pourquoi nous avons besoin de ces 5 millions. Peut-être verrez-vous que certains investissements ne peuvent être mesurés en rendement trimestriel. Elle se retourna pour lui faire face. Mais plus que cela, peut-être vous souviendrez-vous de ce que cela fait d'être plus que votre compte en banque. Vous croyez vraiment qu'une semaine peut changer quelqu'un aussi fondamentalement? Je crois que vous n'êtes pas aussi perdu que vous le prétendez. Sa voix s'adoucit légèrement. J'ai vu des aperçus, vous savez. Des moments où l'armure se fissure et quelque chose de vrai transparaît.
La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour laisser ces fissures s'élargir. Princeton posa son verre intact. Et si je vous prouve que vous avez tort, si je passe une semaine dans votre refuge et que je ne vois toujours pas les choses à votre façon? Alors au moins vous aurez essayé quelque chose de vrai pour une fois. Elle ouvrit la porte. Pensez-y, monsieur Harvey. Mais ne mettez pas trop de temps. Pendant que vous contemplez là-haut, des femmes font des choix que personne ne devrait avoir à faire. La porte se referma derrière elle avec un clic doux, laissant Princeton seul dans son monument au succès. Il retourna à la fenêtre, regardant la ville qu'il avait rendue riche. Quelque part là-bas, au-delà des tours étincelantes et des boutiques de luxe, des gens luttaient juste pour survivre. Il le savait abstraitement, bien sûr. Mais Sabine Odette avait une façon de rendre les concepts abstraits inconfortablement réels. Son téléphone vibra. Une autre mise à jour de fusion. Une autre affaire à conclure. Mais pour la première fois de sa carrière, le frisson de la conquête semblait creux. Ces mots résonnaient dans son esprit. Quand avez-vous fait pour la dernière fois quelque chose qui comptait vraiment? Princeton Harvey avait bâti son empire en ne reculant jamais devant un défi. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas d'argent, de pouvoir ou de gagner. Il s'agissait de quelque chose qu'il avait oublié comment mesurer. L'humanité. Il appuya sur son interphone. Janet, apportez-moi tout ce que nous avons sur le projet Women's Haven et libérez mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le ciel de nuances de promesses et de possibilités. Dans son reflet, Princeton vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué depuis des années, l'incertitude. Et d'une certaine manière, cela ressemblait au début de quelque chose d'important. Chapitre 4, la descente. Le projet Women's Haven contrastait fortement avec le domaine habituel de Princeton. Le bâtiment en briques de 4 étages portait son âge sans s'excuser, ses fenêtres propres mais usées par les intempéries, ses marches polies par d'innombrables voyages de désespoir et d'espoir. Ses chaussures en cuir italien semblaient absurdement déplacées alors qu'il gravissait ses marches, portant un petit sac de sport contenant les vêtements les plus basiques que son assistant avait pu trouver à la dernière minute. Sabine attendait à l'entrée, son expression neutre mais ses yeux contenant une surprise. Honnêtement, je n'étais pas sûr que vous viendriez. Je tiens toujours parole, répondit Princeton, bien que sa voix manquât de sa confiance habituelle. Les néons au plafond projetaient des ombres dures, dépouillant l'ambiance flatteuse à laquelle il était habitué. On verra ça. Elle lui fit signe de suivre. Première règle, pas de téléphone, pas de tablette, pas de connexion à votre empire. Vous êtes ici pour vivre la réalité, pas pour la gérer à distance. Princeton hésita, sa main allant instinctivement à sa poche où résidait habituellement son téléphone. Il l'avait laissé à son assistant, avec des instructions strictes concernant les urgences, mais son absence ressemblait à l'amputation d'un membre. Déjà des doutes? La voix de Sabine portait une pointe de défi. Au lieu de répondre, il la suivit dans un couloir qui avait connu des jours meilleurs. Les murs étaient peints d'une teinte beige institutionnelle, mais quelqu'un avait essayé de les égayer avec des peintures murales faites main, fleurs, oiseaux, messages d'espoir en plusieurs langues. Ce sera votre chambre. Sabine ouvrit une porte pour révéler un espace à peine plus grand que la salle de bain de son bureau. Un lit étroit, une commode en métal et un petit bureau occupaient la majeure partie de l'espace disponible. Le conseiller qui l'utilise habituellement est en congé. Vous serez assez proche pour entendre s'il y a une crise pendant la nuit. Douillet, remarqua Princeton, essayant de masquer son inconfort par le sarcasme. Plus d'espace que certaines de nos résidentes n'en avaient dans leur dernier endroit sûr. Les mots de Sabine tranchèrent son mécanisme de défense. Posez votre sac et je vous présenterai à certaines femmes, mais d'abord votre cravate doit partir, et cette montre coûte probablement plus que notre budget de fonctionnement mensuel. Princeton retira sa Patek Philippe et sa cravate en soie, se sentant étrangement vulnérable sans elle. Ces petits symboles de statut étaient devenus une telle partie de lui que leur absence ressemblait à une reddition d'armure avant la bataille. La salle commune bourdonnait d'activité. Des femmes d'âge varié étaient assises à des tables, certaines travaillant sur des ordinateurs portables, d'autres aidant des enfants à faire leurs devoirs. La scène était à la fois ordinaire et extraordinaire, des vies en reconstruction, un moment calme à la fois. Tout le monde, voici Princeton, annonça Sabine. Il sera avec nous pendant une semaine, pour apprendre notre travail. Les réponses allèrent de l'indifférence à la suspicion pure et simple. Une adolescente berçant un nourrisson leva les yeux, le regard bien plus vieux que son âge.
Je suis Maria, dit-elle doucement. Et voici Sophie. Le bébé dormait paisiblement, inconscient des luttes qui l'avaient amené ici. Elle est belle, offrit Princeton, les mots semblant inadéquats. C'est la raison pour laquelle je suis en vie. La voix de Maria portait un poids au-delà de ses années. Son père disait qu'il m'aimait, vous savez, jusqu'au moment où je lui ai dit que j'étais enceinte. Alors je suis devenu un problème à résoudre. Princeton sentit l'impact de ces mots comme un coup physique. Combien de fois avait-il utilisé cette même phrase, un problème à résoudre, dans sa salle de conseil? Une femme âgée s'approcha, ses cheveux argentés soigneusement coiffés malgré ses vêtements usés. Eleanor, se présenta-t-elle, ancienne professeure de lycée, actuelle mise en garde. Je suis sûr que ce n'est pas vrai, commença Princeton, mais elle le coupa d'un geste. 43 ans d'enseignement, une pension confortable et une maison que j'avais payée. Ses yeux contenaient un mélange de douleur et de colère. Tout est parti parce que j'ai fait confiance au mauvais homme avec mon cœur et mes finances. Il était très charmant, tout comme vous, savez exactement quoi dire, exactement comment me faire sentir spécial. L'accusation dans son ton était indubitable. Princeton se retrouva sans ses réponses fluides habituelles. Une voix derrière lui coupa le silence gênant. Vous êtes là pourquoi? Nous sauver? Helena, une femme dans la trentaine, se tenait avec une serpillière à la main. Nous n'avons pas besoin d'un autre projet de culpabilité d'homme riche. Princeton se tourna pour lui faire face, notant la fierté de ses épaules malgré sa tâche. Sans réfléchir, il se dirigea vers le placard à fournitures, récupéra une autre serpillière et commença à nettoyer à ses côtés. La pièce devint silencieuse. Même Sabine semblait surprise par son action. Vous vous y prenez mal, dit Helena après un moment. De longs mouvements, et n'oubliez pas de l'essorer correctement. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller les produits de nettoyage. Pendant l'heure suivante, Princeton Harvey, PDG d'un empire mondial, apprit à passer la serpillière correctement. Sa chemise coûteuse devint humide de sueur, ses cheveux soigneusement coiffés se défirent, et ses mains développèrent un début d'ampoule. Mais quelque chose changea dans l'atmosphère. Maria commença à partager plus de son histoire en berçant Sophie. J'allais à l'université, vous savez. Prépa médecine. J'avais une bourse et tout. Puis je l'ai rencontré à une fête. Il était plus âgé, prospère, disait toutes les bonnes choses. Elle fit une pause, regardant sa fille endormie. Maintenant j'essaie de comprendre comment finir le lycée tout en nous gardant toutes les deux en vie. Eleanor rejoignit la conversation, s'installant dans un fauteuil usé. Au moins tu es assez jeune pour recommencer. Essaie de trouver un emploi à 73 ans sans expérience professionnelle récente et avec un score de crédit détruit par quelqu'un en qui tu avais confiance. Leurs histoires se déversèrent, chacune un testament à la fois de la cruauté humaine et de la résilience. Une avocate qui avait tout perdu en fuyant un mari juge abusif. Une restauratrice dont le partenaire avait volé ses économies et disparu. Une infirmière dont l'addiction aux médicaments prescrits lui avait coûté sa licence et sa maison. Princeton écoutait vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Ce n'étaient pas des statistiques, des déductions fiscales ou des opportunités de relations publiques. C'étaient des vies interrompues, des rêves déraillés, une force forgée dans des creusets qu'il pouvait à peine imaginer. À l'approche du soir, il se retrouva dans la petite cuisine du refuge, aidant à préparer le dîner. Ses compétences au couteau étaient honteusement médiocres comparées à l'efficacité exercée d'Helena. Jamais eu à cuisiner pour vous-même, hein, demanda-t-elle, démontrant comment hacher correctement les oignons. J'ai des gens pour ça, admit-il, puis il grimaça de voir à quel point cela sonnait prétentieux. Aviez des gens pour ça, corrigea Helena. Pour la semaine prochaine, vous êtes juste Princeton. Pas d'empire, pas de domestique, pas de trappe de sortie. Vous pensez pouvoir gérer? Il surprit Sabine en train de le regarder depuis l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Je suppose qu'on va le découvrir. Cette nuit-là, seul dans sa chambre spartiate, Princeton resta éveillé à écouter les sons inconnus du refuge. Quelque part dans le couloir, un enfant pleurait, des pas devant sa porte, une arrivée tardive cherchant un sanctuaire. Les sons de la ville étaient les mêmes que ceux qui atteignaient son Penthouse, mais ici ils semblaient différents, plus immédiats, plus réels. Ses mains lui faisaient mal du travail inaccoutumé, son dos protestait contre le matelas fin, et son esprit ne cessait de repasser les histoires qu'il avait entendues, la bourse perdue de Maria, la retraite volée d'Eleanor,
la fierté féroce d'Elena alors qu'elle lui apprenait à nettoyer les sols correctement. Un texto ferait venir son chauffeur, un coup de fil le ramènerait à son monde de luxe et de pouvoir. Mais pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait se souvenir, Princeton Harvey ressentit quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir, l'incertitude quant à savoir si son mode de vie était vraiment vivre. Il s'endormit alors que les sirènes hurlaient au loin, ses rêves remplis d'images de femmes reconstruisant leur vie, une petite victoire à la fois, et des yeux complices de Sabine Odette regardant ses propres murs commencer à s'effriter. Chapitre 5, l'éveil. Au 3e jour, les mains de Princeton étaient à vif à force de nettoyer, ses vêtements de créateur oubliés dans le petit tiroir de la commode. Il se réveilla avant l'aube, son corps s'ajustant au rythme du refuge plutôt qu'à ses grasses matinées luxueuses habituelles. Le matelas fin ne ressemblait plus à de la torture, et le bruit du refuge s'éveillant à la vie était devenu étrangement réconfortant. Il se dirigea vers la cuisine, où Elena préparait déjà le petit déjeuner. Sans un mot, elle lui tendit une planche à découper et une pile de pommes de terre. Ses compétences au couteau s'étaient améliorées sous sa direction exigeante, bien qu'elle fît encore claquer sa langue devant sa maladresse occasionnelle. « Vous apprenez » concéda-t-elle, le regardant couper en dés avec une confiance croissante. « Bien que je parie que vous n'avez jamais pensé que vous feriez le petit déjeuner pour 20 personnes à 5 heures du matin. »« 23, corrigea Théil, se surprenant lui-même à connaître le nombre exact de résidentes actuelles. « Maria et Sophie ont emménagé hier soir, tu te souviens ?» Les sourcils d'Elena se levèrent légèrement. « Regardez qui fait attention. » Elle fit une pause dans son travail, l'étudiant. « Vous n'êtes pas exactement ce à quoi je m'attendais, vous savez. »« À quoi vous attendiez-vous ? » ?»« À quelqu'un qui démissionnerait à la première ampoule, ou qui nous jetterait de l'argent pour éviter de travailler réellement. » Elle reprit la coupe avec une efficacité exercée. « Au lieu de cela, vous êtes là tous les matins, faisant le sale boulot sans vous plaindre. » Princeton se concentra sur ses pommes de terre, ne sachant trop comment répondre. La vérité était qu'il se surprenait lui-même. Chaque jour révélait quelque chose de nouveau, non seulement sur le refuge et ses résidentes, mais sur lui-même. La porte de la cuisine s'ouvrit et Sabine entra, déjà habillée pour la journée d'un pantalon simple et d'un chemisier bleu. Elle s'arrêta, absorbant la scène devant elle. « Vous n'êtes pas aussi doué pour cacher votre cœur que vous le pensez, observa-t-elle, trouvant Princeton intensément concentré sur sa tâche. La lumière du matin filtrant à travers les fenêtres de la cuisine capta les fils d'argent dans ses cheveux sombres, preuve du sommeil qu'il avait sacrifié pour être levé si tôt. « Peut-être que je n'ai jamais voulu le cacher, » admit-il, sans lever les yeux de son travail. « Peut-être que j'ai juste oublié comment le montrer. » Le moment resta suspendu entre eux, fragile comme la brume matinale. Elena s'affaira autour de la cuisinière, feignant de ne pas remarquer la tension dans l'air. La journée se déroula comme les pages d'une histoire dont Princeton ignorait faire partie. Il servit le petit déjeuner, apprenant les préférences de chaque résidente sans qu'on le lui dise. Maria aimait ses pommes de terre extra croustillantes. Elena prenait son café noir avec 2 sucres. La petite Sophie commençait à sourire quand il faisait des grimaces en servant sa mère. Plus tard, il se retrouva dans la petite salle informatique du refuge, entouré de femmes désireuses d'apprendre les compétences de bureau de base. Son expertise, dépouillée de son contexte d'entreprise, devint un pont plutôt qu'une barrière. « Vous voyez, vous devez juste formater les cellules comme ça, » expliqua-t-il à Janet, une ancienne infirmière essayant de reconstruire sa carrière. « Ensuite, Excel fait les calculs automatiquement. »« Vous faites paraître ça si simple, » soupira-t-elle, la frustration évidente dans sa voix. « Tout était simple avant, vous savez point. Avant que tout ne s'effondre. » Princeton marqua une pause, l'observant véritablement. Les mains de Janet tremblaient légèrement tandis qu'elle tapait sur le clavier, un vestige de son parcours de rétablissement. Mais ses yeux étaient clairs et déterminés. « Rien de ce qui en vaut la peine n'est jamais simple, » se surprit-il à dire. « Mais cela ne signifie pas que c'est impossible. » L'après-midi apporta de nouveaux défis. Un don de mobilier de bureau devait être installé, et Princeton se retrouva à suer aux côtés de l'homme d'entretien du refuge, transportant des bureaux dans des escaliers étroits. « Monsieur le gros bonnet a du muscle sous ses vêtements de créateur », commenta Tony en regardant Princeton négocier un tournant particulièrement délicat. « Bien que vous devriez peut-être vous bander les mains. Les ampoules n'aideront personne. » Princeton baissa les yeux vers ses paumes, rouges et à vif après des jours de travail inaccoutumés. Une semaine plus tôt, il aurait considéré un tel travail physique comme indigne de lui. Maintenant,
Chaque callosité ressemblait à un insigne d'honneur, la preuve qu'il faisait enfin quelque chose de réel. Le soleil se couchait lorsque Sabine le trouva dans la petite cour, enseignant à un groupe de femmes des compétences informatiques de base sur des ordinateurs portables offerts par des entreprises locales. La lumière dorée adoucissait ses traits, et pendant un instant, elle vit au-delà de l'homme d'affaires pour apercevoir l'homme en dessous. « Je ne m'attendais pas à vous trouver encore ici », dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « La plupart de nos bénévoles ne restent pas si tard. »« Je ne suis pas la plupart des bénévoles », répondit-il en aidant Eleanor à naviguer dans un tableur particulièrement complexe. « D'ailleurs, ces femmes ont des emplois ou des entretiens à préparer. Quand auraient-elles le temps d'apprendre sinon ?» Sabine le regarda expliquer patiemment les formules et la mise en forme, sa présence habituellement imposante adoucie en quelque chose de plus accessible. Les femmes autour de lui s'étaient détendues, ne le voyant plus comme une figure intimidante d'un autre monde, mais comme quelqu'un qui voulait sincèrement aider. « Vous avez changé », observa-t-elle plus tard, alors qu'il marchait dans les couloirs silencieux pour les vérifications du soir. Le refuge avait une énergie différente la nuit, un calme paisible qui démentait les luttes auxquelles ses résidentes faisaient face. « Vraiment ?» Princeton s'arrêta près d'une fenêtre, le clair de lune argentant son profil. « Ou suis-je juste en train de me rappeler qui j'étais avant que le succès ne devienne mon identité ? Les deux, peut-être. » Sabine vint se placer à côté de lui, assez près pour percevoir la légère odeur de café et de sueur propre qui avait remplacé son eau de Cologne coûteuse habituelle. « Vous êtes doué avec elles, vous savez, les femmes. Vous ne leur parlez pas avec condescendance et ne les traitez pas comme des cas sociaux. »« Ce ne sont pas des cas sociaux, dit-il fermement. Ce sont des personnes à qui la vie a distribué de mauvaises cartes, mais qui se battent pour changer leur histoire. Elles méritent le respect, pas la pitié. » Ces mots les surprirent tous deux par leur intensité. Sabine se tourna pour l'étudier, vraiment l'étudier, sous la douce lumière de la lune. « Il y a 3 jours, vous comptiez le coût par personne de notre programme, lui rappela-t-elle. Maintenant, vous restez tard pour donner des cours d'Excel et porter des meubles sur 3 étages. Il y a 3 jours, j'étais un idiot qui pensait comprendre le monde du haut d'une tour de verre. » Princeton passa une main dans ses cheveux ébouriffés, un geste qui aurait été impensable dans son personnage d'entreprise. Ces femmes, leurs histoires, leurs changements. Comment je vois tout. Un cri venant du bout du couloir interrompit leur conversation. Sophie passait une nuit difficile. Sans hésitation, Princeton se dirigea vers le bruit, le pas sûr et décidé. Il trouva Maria faisant les 100 pas avec sa fille agitée, l'épuisement visible sur chaque ligne de son jeune visage. « Je suis désolé si elle a réveillé quelqu'un », commença-t-elle à s'excuser, mais Princeton l'arrêta d'un geste. « Puis-je » demanda-t-il en tendant les bras. À la surprise générale, y compris la sienne, Sophie tendit les bras vers lui immédiatement. « Elle se souvient de vous depuis le petit déjeuner », expliqua Maria, regardant avec étonnement sa fille habituellement difficile se calmer contre l'épaule de Princeton. « Elle aime vos grimaces. » Princeton commença un doux balancement, fredonnant une berceuse à moitié oubliée que sa propre mère chantait autrefois. Les yeux de Sophie s'alourdirent, son petit corps se détendant dans le sommeil. Depuis l'embrasure de la porte, Sabine observait la scène. Ce n'était pas le Princeton Harvey qui avait contesté sa demande de financement dans sa salle de conseil. Cet homme, berçant un bébé avec une infinie douceur pendant que sa mère adolescente s'asseyait enfin pour se reposer, était quelqu'un d'entièrement autre. Parfois, pensa-t-elle en le regardant transférer avec précaution la petite Sophie endormie dans son berceau, les gens vous surprennent de la plus belle des manières. Plus tard cette nuit-là, alors que Princeton était allongé sur son lit étroit, écoutant les bruits nocturnes du refuge, il réalisa quelque chose de profond. Ses mains lui faisaient mal, son dos le lançait, et ses vêtements de créateur prenaient la poussière, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. Son téléphone restait inutilisé dans son bureau de Penthouse, son empire tournait sans lui, et d'une manière ou d'une autre, le monde ne s'était pas arrêté. Au contraire, il s'était élargi, enrichi et complexifié. Chaque femme du refuge avait une histoire qui méritait d'être entendue, un rêve qui méritait d'être soutenu, un avenir qui pouvait être transformé avec l'aide adéquate. Et Sabine. Sa présence était comme une boussole, le mettant constamment au défi de trouver son vrai nord. Elle se déplaçait à travers le refuge avec grâce et détermination, dure quand il le fallait, mais infiniment douce avec les esprits brisés sous sa garde. Alors que le sommeil l'emportait enfin, Princeton réalisa qu'il ne comptait plus les jours jusqu'à la fin de sa semaine. Au lieu de cela, il comptait les moments jusqu'au matin,
quand il pourrait retourner à ce travail qui, lentement mais sûrement, éveillait son cœur. Chapitre 6, la crise. Le soleil matinal n'avait pas encore touché les fenêtres du refuge lorsque la nouvelle arriva. Sabine se tenait dans son minuscule bureau, le téléphone pressé contre son oreille, son visage habituellement composé trahissant le choc et le désarroi. Princeton, passant par là avec une pile de serviettes propres, perçut le changement dans son expression et s'arrêta. Comment peuvent-ils faire cela, sans avertissement? Sa voix portait un tremblement qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Nous avons des femmes ici qui dépendent d'eux. Oui, je comprends les contraintes budgétaires, mais... Non, s'il vous plaît, laissez-moi juste. Elle éloigna le téléphone de son oreille, le fixant comme s'il l'avait personnellement trahi. Qu'est-ce qui ne va pas? Princeton posa les serviettes, fermant la porte du bureau derrière lui. Le financement de l'État. Il le coupe. Avec effet immédiat. Sabine s'effondra dans sa chaise, le poids de la responsabilité visible dans chaque ligne de son corps. 30% de notre budget de fonctionnement disparut en un coup de fil. La main de Princeton se dirigea instinctivement vers son chéquier, mais Sabine intercepta le geste et secoua la tête. L'argent seul ne nous sauvera pas, insista-t-elle, la voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Nous avons besoin d'un changement durable, pas d'une solution temporaire. Laisse-moi aider, commença-t-il, mais elle le coupa. En jetant de l'argent sur le problème? C'est le vieux Princeton qui parle. Elle se leva, arpentant le petit espace. Nous avons besoin de vraies solutions, de réponses à long terme. Ces femmes méritent plus qu'un pansement sur une blessure par balle. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Princeton se sentait vraiment impuissant. Ses outils habituels, argent, influence, pouvoir semblaient inadéquats face à cette crise. Il regarda Sabine bouger sans repos dans son bureau, notant comment la lumière du matin accrochait la tension dans ses épaules. « Dis-moi ce dont tu as besoin, dit-il doucement. Pas ce que tu penses que je peux donner, mais ce dont tu as réellement besoin. » Elle arrêta de faire les 100 pas, se tournant pour lui faire face. La vulnérabilité dans son expression le frappa profondément. Nous avons besoin d'emplois, de vrais emplois, pas seulement des postes de débutants. Nous avons besoin d'entreprises prêtes à regarder au-delà des trous dans les CV et à comprendre que les survivantes de violences domestiques peuvent avoir des historiques de travail irréguliers. Nous avons besoin de gardes d'enfants abordables pour que des mères comme Maria puissent travailler sans dépenser tout leur salaire en babysitter. Nous avons besoin de soins de santé, termina Princeton, se souvenant de la lutte de Janet pour trouver du travail sans certification à jour. D'opportunités de développement professionnel, une chance de reconstruire, pas seulement de survivre. Sabine l'étudia, quelque chose changeant dans son regard. Tu écoutes vraiment, n'est-ce pas? J'apprends, aussi. Il se rapprocha, assez près pour percevoir la légère odeur de café et de lavande qu'il en était venu à associer à elle. Donne-moi ton téléphone. Princeton. Fais-moi confiance. Il tendit la main, et après un moment d'hésitation, elle y plaça son téléphone. Pendant l'heure suivante, Princeton avait mis son empire au travail d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il appela des membres du conseil d'administration non pour demander des dons, mais pour créer des opportunités. Il contacta des départements RH, des programmes éducatifs, des centres de garde d'enfants. Sa voix portait l'autorité de la richesse mais parlait le langage de l'humanité qu'il avait appris ces derniers jours. Non, Tom. Je ne veux pas que tu fasses un chèque, dit-il à son plus ancien membre du conseil. Je veux que tu crées un programme, une réinsertion professionnelle pour les survivantes de violences domestiques. Oui, cela coûtera plus cher qu'un don. C'est bien là le but. En milieu de matinée, le petit bureau était couvert de notes et d'idées. Sabine regardait avec étonnement Princeton, ses manches retroussées et sa barbe de 3 jours accrochant la lumière, construire quelque chose d'entièrement nouveau. Voici ce que nous pouvons faire, expliqua-t-il en pointant ses croquis grossiers. Créer un réseau d'entreprises partenaires engagées dans l'embauche de la seconde chance. Mettre en place une coopérative de garde d'enfants utilisant les ressources communautaires existantes. Établir un partenariat de santé avec les cliniques locales. Ce n'est pas juste une question d'argent. Il s'agit de construire une infrastructure. C'est. Sabine traça les plans du doigt, son autre main serrant inconsciemment le bras de Princeton. Cela pourrait vraiment marcher. Cela va marcher, l'assura-t-il, hyper conscient de son toucher,
parce que nous ne nous contentons plus de jeter de l'argent sur les symptômes. Nous traitons la cause. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Princeton se surprit à remarquer des détails qu'il avait essayé d'ignorer, les paillettes d'or dans ses yeux sombres, la courbe subtile de ses lèvres, la force et la grâce qui semblaient irradier de tout son être. Le moment fut brisé par un coup à la porte. Helena entra, portant Sophie tandis que Maria suivait derrière, clairement en détresse. Sa fièvre empire, rapporta Helena, et la clinique du centre-ville à 3 heures d'attente. Avant que Sabine ne puisse répondre, Princeton sortait déjà son téléphone, la première fois qu'il l'utilisait depuis son arrivée au refuge. « Docteur ? Sarah ? Oui, c'est Princeton Harvey. J'ai besoin d'une faveur. » Il fit signe à Maria d'approcher Sophie. « J'ai un nourrisson avec de la fièvre. » Non, pas le mien, celui d'une amie. Pouvez-vous ? Oui, je comprends que vous êtes occupé. Nommez votre prix. Princeton, commença Sabine à objecter, mais il leva une main. Parfois, dit-il doucement, l'argent n'est pas le mal. Parfois, c'est juste un outil pour aider les gens qui en ont besoin. En moins d'1 heure, Sophie était examinée par l'une des meilleures pédiatres de la ville, qui avait vidé son emploi du temps matinal après l'appel de Princeton. Mais ce qui frappa Sabine n'était pas le pouvoir de son nom ou de son argent. C'était la façon dont il tenait Sophie pendant que le médecin l'examinait, la façon douce dont il expliquait tout à Maria, la connexion humaine qu'aucune richesse ne pouvait simuler. Alors qu'ils attendaient l'ordonnance de Sophie, Sabine se surprit à étudier Princeton sous la lumière fluorescente crue de la pharmacie. Ses vêtements coûteux étaient froissés, ses cheveux ébouriffés, ses mains montraient les marques du travail manuel. Pourtant, il ne lui avait jamais paru plus attrayant. « Vous me fixez » nota-t-il, ne quittant pas des yeux Sophie, qui dormait enfin paisiblement dans ses bras. « J'observe » corrigea-t-elle. « Il y a une différence. »« Et qu'observez-vous » ? »« Que je m'étais peut-être trompé sur vous. » Elle se rapprocha, ostensiblement pour vérifier Sophie. « Ou du moins trompé sur qui vous pouviez devenir. » Princeton se tourna pour lui faire face, leur proximité soudainement intense. « Je me trompais sur beaucoup de choses, » admit-il. « Sur l'argent, sur le pouvoir, sur ce qui compte vraiment. » Les néons de la pharmacie clignotèrent, projetant des ombres étranges, mais à ce moment-là, tous deux se voyaient avec une clarté parfaite. « Nous devrions retourner au refuge, » dit Sabine doucement, bien qu'elle ne fît aucun geste pour s'éloigner. « Il y a encore tant à faire. »« Il y a toujours plus à faire, » convint Princeton. « Mais c'est peut-être ça le but. Peut-être qu'il ne s'agit pas de tout réparer d'un coup, mais de se présenter jour après jour et de faire ce que nous pouvons. » Ils retournèrent au refuge pour trouver les plans de Princeton prenant déjà forme. Son assistant avait été occupé, des représentants d'entreprises partenaires devaient venir, des centres de garde d'enfants étaient contactés, des partenariats de santé explorés. Mais ce furent les petits moments qui le frappèrent le plus profondément et les larmes de gratitude de Maria quand la fièvre de Sophie tomba, la fierté de Janet à maîtriser Excel, la détermination tranquille d'Eleanor alors qu'elle préparait un entretien d'embauche. Ce soir-là, alors que le refuge s'installait dans sa routine nocturne, Princeton trouva Sabine dans la cour. Elle était assise sur un banc usé, le visage tourné vers les étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse de la ville. « Merci, » dit-elle, alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Pas pour l'argent ou les connexions, mais pour les avoir vus, vraiment vus. Merci de m'avoir montré comment. » Il hésita, puis ajouta, « Je pensais que le pouvoir signifiait pouvoir tout acheter. Maintenant, je comprends qu'il s'agit de pouvoir changer les choses, de faire une différence. » Sabine se tourna pour lui faire face, le clair de lune peignant ses traits en argent. « Vous n'êtes pas l'homme que je pensais que vous étiez. » « Non, » convint-il, intensément conscient de sa présence à ses côtés. « Je deviens quelqu'un d'entièrement autre. » Au-dessus d'eux, une étoile parvint à briller à travers la lueur de la ville, un rappel que la lumière pouvait pénétrer même les endroits les plus sombres. Dans le refuge derrière eux, des femmes rêvaient d'avenir meilleur, des enfants dormaient en sécurité, et l'espoir prenait racine des manières les plus inattendues. Pour la première fois de sa vie, Princeton Harvey comprit que la vraie richesse ne pouvait pas être mesurée en dollars. Elle se mesurait en moments comme ceux-ci, en confiance gagnée, en vie touchée, en cœurs éveillés à des possibilités dont ils avaient oublié l'existence. L'air nocturne portait les sons de la ville, mais ici, dans cette petite cour, une musique différente jouait, la symphonie tranquille de vie en reconstruction, de cœurs apprenant à faire confiance à nouveau,
d'un homme découvrant que sa plus grande force ne résidait pas dans sa richesse, mais dans sa capacité à se soucier des autres. Chapitre 7, le pont. Princeton était assis dans la petite salle de conférence du refuge, son ordinateur portable ouvert devant lui, mais son attention était portée sur les femmes rassemblées autour de la table. Fini le costume de pouvoir, remplacé par une simple chemise boutonnée aux manches retroussées. Sa présence habituellement imposante s'était adoucie en quelque chose de plus accessible, de plus réel. La première chose à comprendre, expliqua-t-il au groupe, c'est que vos expériences, même les plus douloureuses, vous ont donné des compétences dont les entreprises ont besoin. La gestion de crise, l'adaptabilité, la résilience. Ce ne sont pas juste des mots à la mode, ce sont des forces que vous avez développées en survivant. Janet, l'ancienne infirmière, leva la main avec hésitation. Mais les trous dans mon historique d'emploi sont une partie de votre histoire, pas la fin de celle-ci. Princeton afficha une présentation qu'il avait passé la nuit à créer. Nous nous associons à des entreprises qui comprennent cela. Elles ne cherchent pas des CV parfaits, elles cherchent des personnes capables de surmonter des défis. La porte s'ouvrit doucement, et Sabine se glissa à l'intérieur. Elle s'appuya contre le mur, regardant Princeton travailler avec les femmes. Le changement en lui au cours des derniers jours était remarquable. Le requin d'entreprise était devenu un mentor, le PDG impitoyable transformé en quelqu'un qui se souciait vraiment. Harvey Industries montrera l'exemple, poursuivit Princeton. Nous mettons en œuvre un programme d'embauche de la seconde chance avec des horaires flexibles et une garde d'enfants sur place, mais nous ne nous arrêtons pas là. Il cliqua sur la diapositive suivante, révélant un réseau d'entreprises partenaires qu'il avait assemblé. Chaque logo représentait des heures d'appel tardifs, utilisant son influence non pour le profit, mais pour un but. Ces entreprises se sont engagées à faire plus que simplement embaucher. Elles investissent en vous, développement professionnel, programme de mentorat, aide à l'éducation. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans le potentiel humain. Elena, qui avait été sceptique à propos de Princeton depuis le début, étudia la présentation attentivement. Et ces entreprises ne discrimineront pas les femmes avec des parcours compliqués? Elles ne le peuvent pas. La voix de Princeton portait l'autorité de quelqu'un habitué à faire bouger les choses. C'est écrit dans les accords de partenariat. De plus, elles devront me répondre si elles essaient. La salle s'emplit d'un espoir prudent alors que Princeton exposait le programme. Des femmes à qui l'on avait dit qu'elles étaient inemployables commençaient à voir des possibilités. Des mères qui pensaient que leur rêve était fini commençaient à planifier des avenirs. Plus tard, dans la petite cuisine du refuge, Sabine trouva Princeton en train de faire du café. Le soleil de l'après-midi accrochait l'argent dans ses cheveux, et elle remarqua la façon dont ses mains, autrefois manucurées à la perfection, montraient maintenant des signes de vrai travail. « Vous êtes doué pour ça », dit-elle en passant devant lui pour prendre une tasse. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement, envoyant un courant inattendu à travers eux deux. Construire des ponts entre les mondes. J'apprends de la meilleure. Il se tourna pour lui faire face, le café oublié. Vous construisez ces ponts depuis des années, une vie à la fois. Oui, mais vous l'avez porté à une échelle que je ne pourrai jamais atteindre. Elle fit un geste vers la salle de conférence, où les femmes discutaient encore de leurs possibilités. Vous changez le système de l'intérieur. Nous le changeons ensemble. Sa voix s'adoucit. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans que vous me montriez ce qui compte vraiment. Le moment s'étira entre eux, chargé de sentiments inexprimés. Puis le cri de Sophie rompit le charme, et ils se dirigèrent tous deux instinctivement vers le son. Ils trouvèrent Maria essayant de calmer sa fille tout en examinant des offres d'emploi sur un ordinateur portable emprunté. Sans un mot, Princeton souleva Sophie dans ses bras, la berçant doucement pendant que Maria continuait son travail. Vous devenez bon à ça, observa Sabine en le regardant avec le bébé. C'est une excellente professeure. Princeton sourit alors que Sophie attrapait son doigt. Elles le sont toutes. Chaque femme ici m'a appris quelque chose que j'aurais dû savoir il y a longtemps. L'après-midi apporta un défi différent. Le conseil d'administration de Princeton avait convoqué une réunion d'urgence, préoccupé par les changements radicaux qu'il mettait en œuvre. Il y assista virtuellement depuis le bureau du refuge, Sabine assise tranquillement en soutien. C'est sans précédent, protesta un membre du conseil, de consacrer des ressources à des employés non éprouvés. Non éprouvés? La voix de Princeton portait un nouveau type d'autorité, non pas le pouvoir froid de la richesse, mais la force chaleureuse de la conviction.
Ces femmes ont fait leur preuve d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Elles ont survécu à des circonstances qui briseraient la plupart d'entre nous, et elles se battent encore pour construire une vie meilleure. Mais les actionnaires bénéficieront d'une main-d'œuvre qui comprend la résilience, qui sait comment surmonter l'adversité. Princeton se pencha en avant, son intensité visible même à travers l'appel vidéo. Nous ne faisons pas seulement ce qui est juste, nous investissons dans le potentiel humain, et cela paie toujours des dividendes. Après l'appel, Sabine toucha doucement son bras. Vous n'étiez pas obligé de mettre votre réputation en jeu comme ça. Si, je l'étais. Il couvrit sa main de la sienne. Parce que vous m'avez appris que certaines choses valent la peine de se battre. La soirée les trouva dans la cour, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de possibles. Princeton avait passé l'après-midi à aider Janet à préparer un examen de recertification en soins infirmiers, puis avait réparé un évier qui fuyait dans la chambre d'Eleanor. Sa montre coûteuse restait dans son tiroir, remplacée par une conscience du temps mesuré en moments de connexion. J'ai fait un rêve la nuit dernière, confia-t-il, regardant les couleurs s'estomper du ciel. J'étais de retour dans mon Penthouse, entouré de tous les atours du succès, mais je me sentais complètement seul. Puis je me suis réveillé ici, au son de Sophie pleurant et d'Elena chantant dans la cuisine, et j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc, demanda Sabine, bien que quelque chose dans ses yeux suggéra qu'elle savait déjà. Que j'ai passé ma vie à construire des murs alors que j'aurais dû construire des ponts. Il se tourna pour lui faire face, son expression ouverte et vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous donnez. Une douce brise portait l'odeur du petit jardin d'herbes aromatiques que certaines résidentes avaient commencé, un rappel parfumé de croissance et de renouveau. À l'intérieur, il pouvait entendre les sons du refuge s'installant dans sa routine du soir, des femmes partageant des histoires dans la salle commune, des enfants riant, des vies se reconstruisant un moment à la fois. Vous changez les choses, dit Sabine doucement, pas seulement ici, mais dans tout le système. Nous changeons les choses, corrigea Théil. Chaque femme ici fait partie de cette transformation, je fournis juste les outils auxquels elles auraient dû avoir accès depuis le début. Comme pour prouver son point, Janet fit irruption dans la cour, le visage rayonnant de triomphe. J'ai réussi. L'examen blanc. J'ai réussi. Princeton se leva pour la féliciter, et Sabine le regarda partager la joie de Janet avec une chaleur sincère. Ce n'était pas le même homme qui était entré dans le refuge quelques jours plus tôt, comptant le coup par résidente. C'était quelqu'un qui avait appris à compter en sourire, en victoire, en vie transformée. Plus tard cette nuit-là, alors que Princeton examinait d'autres propositions de partenariat dans sa petite chambre, il réalisa quelque chose de profond. Son empire ne s'était pas effondré en son absence, il s'était renforcé, enrichi par un but plutôt que par le seul profit. Il construisait quelque chose de plus précieux que la richesse, un héritage d'espoir, un pont entre le privilège et la possibilité. L'air nocturne portait la symphonie de la ville à travers sa fenêtre, mais maintenant il l'entendait différemment. Chaque sirène n'était pas juste du bruit, mais un rappel de vie en crise. Chaque rire ou pleur lointain représentait une histoire attendant d'être changée. Et dans les moments calmes entre les deux, il entendait le battement régulier de son propre cœur, s'éveillant à un type de succès différent, mesuré non pas en dollars, mais en vie transformée. Chapitre 8, la connexion. Le bureau du refuge était devenu exigu avec des piles de paperasse, de candidatures, de plans de programme, d'accords de partenariat. Princeton et Sabine travaillaient tard dans la soirée, leur dévouement à la cause les rapprochant de manière inattendue. La petite lampe de bureau jetait une lueur chaude sur leur espace partagé, transformant la tâche banale de révision de documents en quelque chose de plus intime. Regardez ces chiffres, dit Sabine en glissant un rapport sur le bureau. Leurs doigts s'effleurèrent alors que Princeton tendait la main vers le papier, envoyant un courant subtil à travers eux deux. La réponse de vos entreprises partenaires a été écrasante. Princeton ne regardait pas les chiffres. Au lieu de cela, il se surprit à étudier la façon dont la lumière de la lampe accrochait les paillettes dorées dans les yeux de Sabine, comment une mèche de cheveux s'était échappée de son chignon habituellement impeccable. Elle s'était débarrassée de son armure professionnelle il y a des heures, tout comme lui, tous deux plus à l'aise dans cette mission partagée que dans leurs anciens rôles. Ce n'est pas juste mon travail, répondit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Ces entreprises répondent aux histoires. Vos histoires. Les histoires des femmes. Sabine leva les yeux, croisant son regard. L'intensité qu'elle y trouva lui coupa le souffle. Vous avez changé,
chuchota TL. Vous m'avez montré qui je pouvais être, répondit-il, les mots portant un poids au-delà de leur simple sens. Un silence confortable tomba entre eux, rempli des bruits nocturnes du refuge, conversations lointaines, bourdonnement du vieux système de chauffage, le rythme doux de la vie continuant autour d'eux. Princeton se surprit à remarquer des détails qu'il avait essayé d'ignorer, la grâce dans les mouvements de Sabine, la force dans ses mains douces, la façon dont sa présence était devenue aussi essentielle pour lui que de respirer. Leur relation de travail avait subtilement changé au cours des derniers jours. L'antagonisme qui avait marqué leur première rencontre avait fondu en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Ils évoluaient autour de l'un l'autre avec une conscience inconsciente, anticipant les besoins, complétant les pensées. Vous souvenez-vous, commença Princeton en se penchant en arrière dans sa chaise, de ce premier soir au gala, quand vous m'avez accusé de traiter les cœurs comme des OPA hostiles. Sabine sourit au souvenir. Vous étiez différent alors, tout en surface polie et charme travaillé. Et vous avez vu clair à travers, dit-il en se levant pour aller à la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. Vous avez vu ce que j'étais devenu, et vous m'avez mis au défi de me rappeler qui j'étais. Qui vous pouviez être, corrigea-t-elle en le rejoignant à la fenêtre. Leurs reflets se superposaient dans le verre, créant une silhouette unique contre le ciel nocturne. Un coup à la porte interrompit le moment. Elena entra, portant 2 tasses de café. Son sourire entendu suggérait qu'elle avait remarqué l'atmosphère dans laquelle elle était entrée. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, dit-elle en posant les tasses. Ça va être une longue nuit avec toutes ces candidatures à examiner. Merci, Elena. » Sabine accepta le café avec gratitude, mais ses yeux restèrent sur le reflet de Princeton dans la fenêtre. Après le départ d'Elena, ils se remirent au travail, mais quelque chose avait changé. Chaque regard partagé portait un nouveau sens. Chaque contact accidentel s'attardait un instant de plus que nécessaire. Ils travaillaient en harmonie, construisant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, pas seulement des programmes et des partenariats, mais un pont entre leurs 2 mondes. Écoutez ça, dit Princeton, lisant une candidature. Sarah Martinez, ancienne assistante de direction, a fui avec rien d'autre que ses enfants et les vêtements qu'ils portaient. Maintenant, elle enseigne à d'autres femmes des compétences de bureau de base tout en étudiant pour son propre diplôme. Elle est incroyable, convint Sabine, s'approchant pour lire par-dessus son épaule. Sa présence derrière lui était distrayante, sa chaleur et son parfum subtil rendant difficile la concentration sur les mots. Elles sont toutes incroyables une fois qu'elles ont la chance de le montrer. Vous leur avez donné cette chance. Princeton se tourna sur sa chaise, la trouvant plus proche qu'il ne l'avait prévu. Vous avez construit cet endroit, créé ce sanctuaire. Nous le rendons plus fort ensemble. Sa main reposait sur le dossier de sa chaise, à quelques centimètres de son épaule. Votre vision, combinée à leur courage, cela crée quelque chose d'extraordinaire. Leur tardive et le but partagé avaient usé leur barrière professionnelle habituelle. Princeton se surprit à étudier son visage dans la douce lumière de la lampe, voyant non seulement la directrice dévouée du refuge, mais la femme qui avait éveillé son cœur. « Dites-moi quelque chose, dit-il doucement. Ce premier jour, quand vous m'avez mis au défi de passer une semaine ici, pensiez-vous vraiment que je changerais, ou espériez-vous juste prouver que vous aviez raison à mon sujet ?» Sabine considéra la question, venant se percher sur le bord du bureau. La position l'amena à la hauteur de ses yeux, créant une intimité qui fit battre son cœur plus vite. « J'ai vu quelque chose en vous, » admit-elle. Derrière l'armure d'entreprise et les sourires travaillés, quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être réveillé. Et maintenant ? Sa voix était tombée juste au-dessus d'un murmure. Maintenant, je vous vois. La simplicité de sa réponse porta plus de poids que 1000 discours élaborés. Le moment s'étira entre eux, électrique de possibilités. Princeton se leva lentement, attiré vers elle comme par gravité. Leur proximité dans le petit bureau semblait à la fois dangereuse et inévitable. Un fracas venant du couloir brisa le moment. Ils se précipitèrent pour trouver Maria aux prises avec une boîte de vêtements donnés qui avait glissé de sa prise. « Je suis désolé, » s'excusa-t-elle, essayant de rassembler les articles éparpillés. « Je ne pouvais pas dormir, j'ai pensé essayer d'organiser ça. Tenez, laissez-moi vous aider. » Princeton était déjà agenouillé à côté d'elle, ramassant des vêtements. Sabine les rejoignit, et bientôt tous les 3 triaient les dons ensemble, leur tardive créant une étrange intimité dans le couloir silencieux. « Vous savez, » dit Maria, pliant un pull avec une précision soignée, «
quand vous êtes venu ici pour la première fois, monsieur Harvey, je pensais que vous n'étiez qu'un autre riche essayant de soulager sa conscience. Princeton s'arrêta dans son tri. Et maintenant? Maintenant. Maria sourit, jetant un coup d'œil entre lui et Sabine. Maintenant, je pense que vous êtes exactement ce dont cet endroit avait besoin. Ce dont nous avions tous besoin. La simple observation portait des couches de signification. Sabine croisa le regard de Princeton par-dessus une pile de vêtements, et quelque chose passa entre eux, compréhension, reconnaissance, possibilité. Ils travaillèrent ensemble jusqu'à ce que les dons soient organisés, leurs mouvements synchronisés, leurs conversations tranquilles coulant naturellement. Il était bien plus de minuit quand ils finirent enfin, mais aucun d'eux ne se sentait fatigué. « Merci », dit Maria alors qu'elle se préparait à retourner dans sa chambre. « Pas seulement pour ça, mais pour tout. Pour nous voir comme des personnes, pas des problèmes. » Après son départ, Princeton et Sabine se retrouvèrent seuls dans le couloir, entourés de boîtes soigneusement organisées, et de quelque chose de plus profond que les mots. « Nous devrions nous reposer, » dit Sabine, bien qu'elle ne fît aucun geste pour partir. « Probablement, » convint Princeton, tout aussi immobile. Ils se tenaient dans le couloir silencieux, les bruits nocturnes du refuge créant un doux fond sonore au moment. La distance professionnelle qu'ils avaient maintenue s'effritait, remplacée par quelque chose de plus réel, de plus vulnérable. « Sabine », commença Princeton, son nom sonnant différemment sur sa langue dans le calme de minuit. « Je sais », répondit-elle, comprenant tout ce qu'il n'avait pas dit. Ils se séparèrent à contre-cœur, chacun vers sa chambre, mais quelque chose avait fondamentalement changé. La connexion entre eux s'était approfondie au-delà de leur mission partagée, au-delà de leur rôle professionnel. Dans sa petite chambre, Princeton resta éveillé, écoutant le doux rythme nocturne du refuge. Ses pensées n'étaient pas sur les plans d'affaires ou les accords de partenariat, mais sur la façon dont les yeux de Sabine accrochaient la lumière de la lampe, comment sa présence rendait chaque pièce plus vivante. Au bout du couloir, Sabine était assise à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville et pensant à la façon dont Princeton avait changé, comment il avait ouvert son cœur non seulement à elle, mais à chaque femme du refuge. L'homme qui était entré en comptant les coups comptait maintenant les bénédictions, et elle se surprit à le compter parmi elles. La nuit enveloppait le refuge comme une étreinte douce, retenant les rêves et les peurs, les espoirs et la guérison de ses habitants. Et dans les heures calmes, deux cœurs battaient en harmonie croissante, construisant un pont entre des mondes qui semblaient autrefois impossiblement éloignés. Chapitre 9, l'épreuve. Le matin se leva avec un calme inquiétant. Princeton se tenait dans la cuisine du refuge, préparant le petit déjeuner aux côtés d'Elena, quand son téléphone vibra pour la première fois depuis son arrivée. Le message était bref mais dévastateur, allume les infos. La petite télévision de la salle commune servait rarement, mais maintenant elle diffusait l'histoire qui menaçait tout ce qu'ils avaient construit. Marcus Sterling, le rival commercial de longue date de Princeton, se tenait devant une mer de microphones, son sourire travaillé portant une pointe prédatrice. Pendant que monsieur Harvey joue à l'assistant social, annonça Sterling, de sérieuses questions sont soulevées quant à son aptitude à diriger Harvey Industries. Notre enquête a découvert un modèle de comportement dont les actionnaires doivent être conscients. Elena éteignit la télé avant qu'il ne puisse continuer, mais le mal était déjà fait. La pièce était devenue silencieuse, tous les yeux se tournant vers Princeton. Il se tenait parfaitement immobile, le poids des décisions passées pesant sur lui comme une force physique. Sabine apparut dans l'embrasure de la porte, son visage portant de l'inquiétude mais pas de surprise. « Mon bureau. » Maintenant. Le petit espace qui avait été récemment le lieu de leur connexion grandissante semblait maintenant chargé d'une énergie différente. Sabine ferma la porte, s'appuyant contre elle comme pour retenir physiquement la tempête qui arrivait. « Il va tout exposer », dit doucement Princeton. « Chaque OPA hostile, chaque décision impitoyable, chaque cœur que j'ai brisé en construisant mon empire. Je sais. » La voix de Sabine était stable. « Je l'ai toujours su. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Princeton passa une main dans ses cheveux ébouriffés, le geste si différent de son apparence d'entreprise autrefois parfaite. « Je pourrais acheter son silence. Un coup de fil, quelques millions de dollars, et tout ça disparaît. Est-ce ce que vous voulez faire ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Par la fenêtre, Princeton pouvait voir Maria apprendre à marcher à Sophie, les pas incertains du bébé reflétant son propre voyage de transformation. « Non, dit-il finalement. C'est ce que le vieux Princeton ferait.
Je dois affronter ça. Sabine se rapprocha, assez près pour qu'il pût détecter l'odeur familière de jasmin qui était devenue aussi essentielle pour lui que de respirer. Alors affrontez-le. Pas pour moi, pas pour le refuge, mais pour vous-même. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activité. Princeton convoqua une conférence de presse, ignorant les tentatives frénétiques de son équipe de relations publiques pour contrôler le récit. La salle commune du refuge devint un centre de commandement improvisé, avec des femmes auxquelles il s'était attaché les dents à se préparer pour la plus grande épreuve de sa transformation. Rappelez-vous, conseilla Janet en l'aidant à organiser ses pensées, l'authenticité compte plus que la perfection. Eleanor, observant depuis son fauteuil préféré, hocha la tête en accord. Montrez-leur qui vous êtes devenu, pas qui vous avez peur qu'ils pensent que vous êtes. La conférence de presse était fixée à midi, au siège de Harvey Industries. Princeton se tenait dans sa petite chambre du refuge, fixant le costume qui avait été livré de son pantouse. L'armure familière semblait étrangère maintenant, comme un costume d'une vie passée. Un coup doux annonça la présence de Sabine. Elle entra portant quelque chose qui fit se serrer son cœur, l'un des rubans à cheveux de Sophie. « Maria a pensé que vous pourriez vouloir ceci, » dit-elle en pressant le petit ruban bleu dans sa main. « Un rappel de pourquoi vous faites cela. » Princeton referma ses doigts sur le ruban, sentant sa texture soyeuse l'ancrer dans la réalité. « Viendrez-vous avec moi ? Nous viendrons toutes. » Le sourire de Sabine portait une force dont il avait désespérément besoin. Chaque femme dans ce refuge sait quelque chose sur le fait d'affronter le passé pour construire un avenir meilleur. Le trajet vers Harvey Industries sembla surréaliste. Princeton était assis à l'arrière de sa Rolls-Royce, accompagné non pas d'associés d'affaires, mais de résidentes du refuge. Maria tenait Sophie, qui jouait avec contentement avec sa cravate. Eleanor maintenait un commentaire continu sur les bâtiments qui passaient, ses observations pratiques coupant l'attention. Ils arrivèrent pour trouver la place remplie de journalistes et de caméras. Sterling se tenait parmi eux, son sourire en coin confiant suggérant qu'il pensait la victoire assurée. Mais lorsque Princeton sortit de la voiture, il n'était pas seul. Les femmes du refuge formèrent une garde d'honneur silencieuse, leur présence plus puissante que n'importe quelle sécurité d'entreprise. Princeton s'approcha du podium, sentant le poids de chaque caméra, de chaque œil expectant. Le ruban de Sophie était soigneusement rangé dans sa poche, sa présence lui rappelant tout ce qui comptait vraiment. « Bonjour », commença-t-il, sa voix ne portant aucune trace de son ancien vernis d'entreprise. « Monsieur Sterling a promis d'exposer mon passé. Il le dit comme une menace, mais je le vois comme une opportunité. Une opportunité de dire la vérité. » Les caméras cliquetèrent furieusement alors que Princeton continuait, ces mots venant non pas de notes préparées, mais d'un lieu d'authenticité durement gagné. « Je ne suis pas parfait, » annonça-t-il, sentant la vérité de chaque mot. « J'ai commis des erreurs, j'ai blessé des gens, j'ai traité le succès comme une arme et la richesse comme une armure. Mais ces femmes. » Il fit un geste vers les résidentes du refuge se tenant fièrement derrière lui. « Point, elles m'ont appris que la perfection n'est pas le but. La croissance l'est. » Le sourire en coin de Sterling s'était effacé, remplacé par la confusion. Ce n'était pas la réponse défensive qu'il attendait, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. « Vous voulez exposer mon passé ? » poursuivit Princeton, sa voix gagnant en force. « Allez-y et montrez à tout le monde qui j'étais, car cela rendra qui je deviens encore plus significatif. » Il sortit le ruban de Sophie de sa poche, le laissant attraper la lumière du soleil. Ceci appartient à une petite fille au projet Women's Haven. Sa mère a 18 ans, est brillante, et travaille pour devenir médecin. Chaque matin, elle se lève à l'aube pour étudier avant que sa fille ne se réveille. C'est ça le vrai courage. C'est ça la vraie force. Les journalistes s'étaient tus, captivés par la tournure inattendue des événements. Princeton sentit la présence de Sabine derrière lui, lui prêtant sa force alors qu'il continuait. Harvey Industries change, parce que je change. Nous ne mettons pas seulement en œuvre des programmes d'embauche de la seconde chance ou ne construisons pas des garderies. Nous changeons fondamentalement notre façon de mesurer le succès. Ce n'est plus seulement une question de marge bénéficiaire, c'est une question de potentiel humain. Sterling essaya d'interrompre, mais sa voix fut perdue dans le murmure croissant de soutien de la foule. Princeton leva la main, les réduisant tous au silence. À nos actionnaires, oui, ces changements coûteront de l'argent. Oui, ils pourraient impacter les profits à court terme.
Mais si vous voulez vendre vos actions parce que nous priorisons l'humanité sur les rendements trimestriels, je les achèterai moi-même. Chacune d'entre elles. Un halètement parcourut la foule. Princeton sentit, plus qu'il ne vit, le sourire fier de Sabine. À nos employés, vous travaillez pour une entreprise qui apprend à valoriser plus que de simples résultats financiers. Nous construisons quelque chose de révolutionnaire, un pont entre le privilège et la possibilité. Il se tourna pour faire face directement à Sterling. Et à vous, Marcus, merci. Merci de me donner cette chance de montrer que les gens peuvent changer, que le succès peut avoir un sens au-delà de l'argent, que la rédemption est possible si vous êtes assez courageux pour affronter votre passé et vous battre pour un avenir meilleur. La place explosa en applaudissements, menés par les femmes du refuge. Sterling resta figé, son attaque soigneusement planifiée transformée en quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Mais Princeton n'avait pas fini. Il s'éloigna du podium, s'approchant de son vieux rival avec une main tendue. « Venez visiter le refuge », offrit-il, assez fort pour que les caméras l'attrapent. « Voyez à quoi ressemble la vraie force. Apprenez ce que j'ai appris, que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous pouvez prendre, mais dans ce que vous pouvez donner. » Le moment s'étira, tendu de possibilités. Puis, lentement, Sterling prit sa main. Les caméras explosèrent d'activité, capturant non pas le scandale qu'ils attendaient, mais une histoire de transformation qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Plus tard, de retour au refuge, Princeton se retrouva dans la petite cour avec Sabine. L'air du soir portait l'odeur du possible, et le ruban de Sophie avait trouvé une place permanente dans sa poche, un rappel de tout ce qui comptait. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui », dit Sabine doucement. « Vous n'avez pas seulement affronté votre passé, vous l'avez transformé en un pont vers l'avenir. » Princeton se tourna pour lui faire face, voyant dans ses yeux tout ce qu'il cherchait sans le savoir. « J'ai eu une professeure extraordinaire. »« Nous en avons tous eu, » répondit-elle, sa main trouvant la sienne. « Ces femmes, cet endroit. Cela change quiconque est prêt à le laisser faire. » Les sons nocturnes du refuge les entouraient, enfants riant, femmes partageant des histoires, vie se reconstruisant un moment à la fois. Dans sa poche, le ruban de Sophie lui rappelait les promesses faites et tenues, les transformations possibles quand les cœurs s'ouvrent au changement. L'attaque de Sterling, destinée à le détruire, avait au contraire confirmé sa transformation. Princeton Harvey, autrefois connu pour ses OPA hostiles, avait appris la leçon la plus importante de toutes, la vraie force ne réside pas dans les murs que nous construisons, mais dans les ponts que nous osons franchir. La nuit s'installa autour d'eux comme une bénédiction, pleine de possibilités et de promesses. Au loin, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, mais Princeton se surprit à regarder plutôt la femme à ses côtés, le refuge derrière lui, et l'avenir devant lui. Un avenir construit non pas sur des marges bénéficiaires et des jeux de pouvoir, mais sur la force extraordinaire de gens ordinaires osant croire aux secondes chances. Chapitre 10, la vérité. La rénovation du refuge avait commencé sérieusement. Ce qui avait débuté comme un simple projet de réparation avait évolué en une transformation complète, tout comme l'homme qui l'avait initié. Princeton supervisait les travaux personnellement, sa veste de costume abandonnée depuis longtemps, les manches retroussées alors qu'il travaillait aux côtés des entrepreneurs. Le centre de garde d'enfants a besoin de plus de lumière naturelle, expliqua-t-il à l'architecte, pointant les plans étalés sur une table de fortune. Et le laboratoire informatique doit être extensible pour une croissance future. Sabine l'observait depuis l'embrasure de la porte, frappé par le naturel avec lequel il s'était adapté à ce nouveau rôle. Le magnate des affaires avait laissé place à quelque chose de plus authentique. Un homme qui comprenait que la véritable valeur ne se mesurait pas uniquement en dollars. « Tu me fixes encore », dit-il sans lever les yeux, un sourire jouant sur ses lèvres. « J'observe », corrigea-t-elle en s'approchant pour étudier les plans. Sa présence à ses côtés semblait à la fois naturelle et électrique, comme un courant juste sous la surface de leurs interactions. Les rénovations les avaient contraints à reloger temporairement la plupart des résidentes du refuge, mais un groupe central était resté pour aider aux travaux. Elena supervisait la rénovation de la cuisine avec une précision militaire, tandis que Janet organisait la nouvelle salle de dépistage médical. Même Maria apportait sa pierre à l'édifice, Sophie attachée contre sa poitrine, alors qu'elle aidait à cataloguer les dons pour la zone de stockage agrandie. À l'approche de la soirée, Princeton et Sabine se retrouvèrent dans la salle de stockage, triant des années de fournitures accumulées. L'espace était exigu, rempli d'étagères de dons et de cartons de paperasse. « Regarde ça », dit Sabine en sortant une vieille photographie.
Elle montrait le refuge le jour de son ouverture, des années auparavant. Nous avons commencé avec rien d'autre que de l'espoir et de la détermination. Princeton se rapprocha pour voir, son torse effleurant le dos de Sabine. Aucun des deux ne s'écarta. Et maintenant? Maintenant nous avons quelque chose de plus. Elle se tourna pour lui faire face, leur proximité devenant soudain intense dans cet espace réduit. Nous avons des possibilités. Les lumières vacillèrent une fois, deux fois, puis les plongèrent dans l'obscurité. Le système électrique du vieux bâtiment, mis à rude épreuve par les travaux de rénovation, avait fini par protester. Ne bouge pas, avertit Princeton en cherchant son téléphone. Il y a trop de choses sur lesquelles trébucher. La lumière du téléphone projetait des ombres étranges alors qu'il tentait de se frayer un chemin vers la porte. Le fracas de boîtes tombant au sol les fit se figer, pressés l'un contre l'autre dans l'étroit passage entre les étagères. Peut-être devrions-nous attendre de l'aide, suggéra Sabine, la voix légèrement haletante. L'obscurité avait exacerbé chaque sensation. Sa chaleur, son odeur, sa présence solide si proche d'elle. Peut-être devrions-nous, convint Princeton, ne faisant aucun geste pour s'éloigner. Dans la pénombre, il pouvait voir la courbe de sa joue, le contour de ses lèvres, les questions dans ses yeux. Princeton. Commença-t-elle, mais il la coupa doucement. Je suis en train de tomber amoureux de toi, avoua-t-il, l'obscurité rendant l'honnêteté plus aisée. Pas parce que tu es belle ou brillante, bien que tu sois les deux, mais parce que tu m'as montré comment redevenir humain. Le silence qui suivit sembla chargé de possibles. Dehors, il pouvait entendre des voix appeler, des gens organiser l'éclairage de secours, la vie continuant autour de leur moment suspendu. Tu as tellement changé, chuchota Sabine, sa main trouvant la sienne dans le noir. C'est grâce à toi. Parce que tu as vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Tu t'es sauvé toi-même, corrigea-t-elle. Je t'ai juste montré la porte. La lumière du téléphone faiblit, puis s'éteignit, les laissant dans une obscurité totale. Pourtant, d'une certaine manière, ils pouvaient se voir plus clairement que jamais. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, poursuivit Princeton, la voix basse et intime, je pensais tout savoir, le succès, le pouvoir, l'influence, je croyais avoir tout compris. Mais tu m'as montré à quel point ce succès était vide. Et maintenant? Sa question portait un poids bien au-delà de ces simples mots. Maintenant, je comprends que la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires ou les transactions commerciales. Elle est dans des moments comme celui-ci, dans des liens qui ne peuvent être ni achetés ni vendus, dans le courage de femmes comme Maria, la sagesse d'Éléanore, la force d'Helena. Sa main trouva son visage dans l'obscurité, le bout de ses doigts traçant la courbe de sa joue avec une infinie douceur. Mais surtout, elle est dans la façon dont tu me regardes. Non pas comme l'homme que j'étais, mais comme l'homme que je deviens. Sabine s'appuya contre son contact, sa propre main se levant pour couvrir la sienne. Et qui est cet homme? Quelqu'un qui apprend que les choses les plus importantes de la vie ne se mesurent pas en marge bénéficiaire. Sa voix tomba dans un murmure. Quelqu'un qui découvre que l'amour n'est pas une OPA hostile. C'est une reddition volontaire. L'obscurité les enveloppait comme un cocon, rendant le monde au-delà de leur espace partagé lointain et sans importance. Princeton sentit son souffle sur ses lèvres, le léger tremblement de sa main contre la sienne. Je devrais avoir peur de ça, admit doucement Sabine. De tomber amoureuse de quelqu'un qui représentait autrefois tout ce contre quoi je me battais. Mais au lieu de ça, je tombe amoureuse de quelqu'un qui prouve que le changement est possible, que les cœurs peuvent s'ouvrir, que les priorités peuvent changer, que l'amour peut transformer. Leur premier baiser fut doux, timide, une question posée et répondue dans l'obscurité. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux tremblaient légèrement, submergés par la signification de ce moment. Le courant peut revenir à tout moment, murmura Sabine contre ses lèvres. Qu'il revienne, répondit Princeton. Je ne me cache plus. Ni de la vérité, ni de qui je suis, et certainement pas de ce que je ressens pour toi. Comme sur un signal, les lumières revinrent à la vie, éblouissantes, les révélant toujours enlacés dans les bras l'un de l'autre. Mais aucun ne s'écarta. Au contraire, ils tinrent bon, laissant la lumière révéler ce que l'obscurité les avait aidés à découvrir. La voix d'Helena résonna depuis le couloir, le courant est revenu. Tout va bien là-dedans? Nous allons bien, répondirent-ils à l'unisson, partageant un sourire qui contenait des secrets et des promesses. Le moment aurait dû se briser, mais ce ne fut pas le cas.
Même en entendant les pas approcher, même alors que le monde s'engouffrait à nouveau, quelque chose de fondamental avait changé. Nous devrions retourner au travail, dit finalement Sabine, bien qu'elle ne fit aucun geste pour s'éloigner. Nous devrions, convint Princeton, tout aussi immobile. Mais d'abord. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de certitude. C'était un baiser qui parlait de transformation, de ponts construits entre les mondes, de cœurs s'ouvrant à des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Lorsqu'ils émergèrent enfin de la salle de stockage, leur calme en grande partie rétabli, ils trouvèrent le refuge bourdonnant d'activité. La panne de courant avait rassemblé tout le monde, résidentes et travailleurs partageant des lumières de secours et des histoires. Maria était assise, allaitant Sophie à la lumière d'une lampe, tandis qu'Elena lisait des histoires aux autres enfants. Elena avait organisé un repas partage improvisé avec tout ce qui pouvait être sauvé du réfrigérateur éteint. La crise était devenue une célébration de la communauté. Princeton et Sabine circulèrent séparément dans le rassemblement, mais conscients l'un de l'autre, leurs secrets partagés ajoutant une lueur à leurs interactions. Chaque regard portait un nouveau sens, chaque contact fortuit étincelait de possibilités. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils se retrouvèrent dans la cour, regardant les étoiles émerger au-dessus de la ligne d'horizon de la ville. Les plans de rénovation gisaient oubliés sur une table voisine, mais quelque chose de bien plus important était en train de se construire. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Sabine, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité grandissante. « Maintenant, nous continuons à construire » répondit Princeton, entrelaçant leurs doigts. « Pas seulement le refuge, mais quelque chose de plus grand. Quelque chose qui relie tous les mondes que nous avons connus. » Au-dessus d'eux, une étoile filante traça un chemin de lumière à travers le ciel. En bas, dans le refuge, des vies continuaient de se reconstruire, l'espoir continuait de grandir, et l'amour, sous toutes ses formes, continuait de prouver que la transformation était toujours possible pour les cœurs assez courageux pour essayer. Chapitre 11, la promesse. Le soleil matinal peignait le penthouse de Princeton de nuances dorées, mais pour une fois, il ne regardait pas la vue. Il se tenait dans son vaste salon, le voyant avec des yeux nouveaux. Cet espace qui avait autrefois représenté son succès semblait désormais creux, vide de la chaleur et du but qu'il avait trouvé au refuge. Des plans recouvraient sa table à manger en marbre, non pas pour la rénovation du refuge, mais pour quelque chose d'encore plus ambitieux. Son téléphone vibrait constamment de messages de son conseil d'administration, de ses avocats, de ses conseillers financiers, tous remettant en question sa santé mentale, aucun ne comprenant sa vision. Monsieur Harvey, hasarda son assistant, le conseil exige une réunion d'urgence. Ils sont préoccupés par les changements proposés à vos avoirs personnels. Princeton sourit, se souvenant de l'inquiétude similaire d'Elena lorsqu'il avait partagé son plan avec elle pour la première fois. Laissez-les s'inquiéter. Parfois, les meilleurs investissements ne peuvent se mesurer en dollars et en centimes. Il rassembla soigneusement les plans, ainsi qu'une pile de documents juridiques représentant des mois de préparation silencieuse. Aujourd'hui n'était pas une question de stratégie commerciale ou de relations publiques. Aujourd'hui concernait quelque chose de bien plus précieux, un avenir bâti sur l'amour et le sens plutôt que sur le profit et le pouvoir. Le refuge bourdonnait de son activité matinale habituelle lorsqu'il arriva. Maria donnait un cours d'informatique, Sophie babillait joyeusement dans son parc. Elena supervisait un groupe de femmes se préparant pour des entretiens d'embauche, tandis que Janet organisait la nouvelle salle de dépistage médical. Sabine se tenait dans son bureau, examinant les dernières statistiques du programme. Elle leva les yeux lorsque Princeton entra, son sourire le réchauffant plus que n'importe quel contrat à $1 million ne l'avait jamais fait. « Tu es en avance » nota-t-elle en mettant son travail de côté. « Et tu portes le costume. Occasion spéciale. » Il posa les plans sur son bureau, ses mains étonnamment stables malgré l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à faire. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. » Sabine déroula la première feuille, son expression passant de la curiosité à la confusion. « Ce sont les plans de ton penthouse, mais il ressemble à un centre d'hébergement de transition, termina-t-il, avec une garderie sur place, des espaces de formation professionnelle et des installations médicales. Les vues qui mettaient autrefois en valeur ma réussite offriront désormais aux femmes une perspective sur leur propre potentiel. Princeton. Elle leva les yeux, le regard écarquillé de compréhension. C'est ta maison. Non, corrigea-t-il doucement. C'est mon passé. Le refuge, ces femmes, toi. C'est ma maison maintenant. Il sortit ensuite les documents juridiques.
Je convertis le Penthouse en une extension du projet Women's Haven. L'étage entier, plus celui du dessous. Les papiers sont prêts, ils n'attendent que la signature de la directrice. Sabine fixa les documents, puis le regarda à nouveau. C'est Princeton. Ça vaut des millions. Ça ne vaut rien comparé à ce que j'ai trouvé ici. Il contourna le bureau, prenant ses mains dans les siennes. Quand je suis arrivé au refuge pour la première fois, je pensais te faire une faveur. Au lieu de cela, tu m'as montré ce qui compte vraiment. Toi, et chaque femme ici, m'avez appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. À l'extérieur du bureau, il pouvait entendre la symphonie quotidienne du refuge, les femmes se soutenant mutuellement, les enfants riant, les vies se reconstruisant. C'était une musique plus belle que n'importe quel orchestre que Princeton avait jamais parrainé. Mais il ne s'agit pas seulement du Penthouse, poursuivit-il, sa voix s'adoucissant. Il s'agit de nous, de l'avenir que nous pourrions construire ensemble. De sa poche, il ne sortit pas une bague, mais un stylo d'architecte. Épouse-moi, Sabine. Pas parce que je suis riche ou puissant, mais parce qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui change des vies et ouvre les cœurs. Elle regarda le stylo, puis lui, des larmes brillant dans ses yeux. Tu me demandes en mariage avec un stylo? Je te demande en mariage avec un but, corrigea Théil. Le stylo n'est qu'un symbole des plans que nous dessinerons ensemble, des avenirs que nous aiderons d'autres à concevoir, des rêves que nous réaliserons. Il fit un geste vers les plans. Regarde ce que nous pourrions créer. Pas seulement des logements, mais de l'espoir. Pas seulement des installations, mais des avenirs. Chaque femme qui franchira ces portes saura que la transformation est possible, que les secondes chances sont réelles, que l'amour peut reconstruire ce que la vie a brisé. Sabine prit le stylo, le faisant tourner entre ses doigts. Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu n'étais qu'un autre homme riche jouant à la charité. Et maintenant? Maintenant, je vois un homme qui a appris que la plus grande richesse réside dans ce que l'on donne plutôt que dans ce que l'on garde. Elle se rapprocha, sa main libre se levant pour caresser sa joue. Un homme qui a prouvé que les cœurs peuvent changer, que des ponts peuvent être construits entre n'importe quel monde si nous sommes assez courageux pour essayer. Est-ce un oui? La voix de Princeton portait une vulnérabilité qu'il n'aurait jamais montrée dans son ancienne vie. Au lieu de répondre directement, Sabine attrapa les plans. Avec le stylo qu'il lui avait donné, elle commença à esquisser des caractéristiques supplémentaires, un jardin sur le toit, un centre d'apprentissage, des espaces pour la guérison et la croissance. Le jardin devrait être ici, dit-elle en dessinant avec assurance. Là où les femmes peuvent regarder le lever du soleil et savoir que chaque jour apporte de nouvelles possibilités. Princeton la regarda travailler, le cœur plus comblé que lorsqu'il avait conclu ses plus grosses affaires. Tu n'as pas encore vraiment dit oui. Elle leva les yeux, le regard brillant de larmes et de rire. Oui, Princeton Harvey. Oui au stylo et au but. Oui pour construire des ponts et changer des vies. Oui pour aimer quelqu'un qui prouve que la transformation est possible. Il l'attira dans ses bras, les plans se froissant entre eux. Leur baiser fut attesté par les murs du refuge, qui avaient vu tant d'histoires d'espoir et de guérison. Un petit bruit à la porte les fit se retourner. Maria se tenait là avec Sophie, d'autres résidentes du refuge se rassemblant derrière elle. Désolée d'interrompre, dit Maria, n'ayant pas l'air désolée du tout, mais Sophie voulait savoir si ça avait marché. Si quoi avait marché, demanda Sabine, toujours dans l'étreinte de Princeton. La demande en mariage. Lança Elena depuis le fond de la foule grandissante. Nous l'avons aidée à la planifier depuis des semaines, même si je maintiens qu'une bague aurait été plus traditionnelle. Depuis quand quoi que ce soit nous concernant est-il traditionnel? Rit Princeton en serrant Sabine plus fort. D'ailleurs, de cette façon, elle peut aider à concevoir notre avenir. Le refuge éclata en célébration. Des femmes qui avaient vu le pire de la vie célébraient maintenant ses meilleures possibilités. Eleanor sortit du champagne qu'elle cachait pour l'occasion, tandis que Janet insistait pour vérifier la tension artérielle de tout le monde, juste au cas où l'excitation serait trop forte. Alors que la fête improvisée prenait de l'ampleur, Princeton et Sabine trouvèrent un moment de calme dans la cour. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur première vraie conversation bénissaient maintenant leur promesse d'un avenir partagé. « Regarde, dit Sabine en pointant les plans qu'ils portaient encore. Si nous convertissons la salle de conférence en espace polyvalent. Princeton la fit taire d'un baiser. Nous aurons le temps de planifier plus tard. Pour l'instant,
sois juste là avec moi, dans ce moment. Au-dessus d'eux, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. En bas, dans le refuge, des femmes qui avaient tout perdu célébraient la possibilité de l'amour et des secondes chances. Et dans l'espace calme entre ces deux mondes, deux cœurs qui s'étaient trouvés contre toute attente battaient en parfaite harmonie. Je t'aime, chuchota Princeton, les mots portant le poids de la transformation, la promesse d'un but, la certitude d'un avenir bâti sur quelque chose de plus fort que la richesse ou le pouvoir. Je t'aime aussi, Sabine répondit, sa tête reposant sur son épaule. À la fois l'homme que tu as été assez courageux pour devenir, et l'homme que tu deviens encore. La nuit les enveloppa comme une bénédiction, pleine de promesses et de possibilités. Les plans dans leurs mains représentaient plus que de simples projets de construction. Ils étaient une carte vers un avenir où l'amour et le sens s'entremêlaient, où les secondes chances n'étaient pas seulement possibles mais probables, où les cœurs pouvaient guérir, grandir et trouver leur véritable foyer. Dans le refuge en contrebas, le rire de Sophie résonna comme une cloche d'espoir, tandis que la voix pragmatique d'Helena organisait la fête avec son efficacité habituelle. Ces femmes, qui avaient enseigné à Princeton le vrai sens de la force et de la résilience, étaient maintenant témoins du pouvoir de la transformation et de l'amour. Le stylo qui avait scellé leur fiançailles trouva une place permanente sur le bureau de Sabine, un rappel que parfois, les plus belles demandes ne se font pas avec des diamants, mais avec des rêves de changer le monde. Chapitre 12, l'héritage. Le jardin du refuge s'était épanoui en une oasis d'espoir. Des roses blanches grimpaient sur des treillis construits par des femmes apprenant les métiers du bâtiment, tandis que des herbes plantées par les résidentes créaient un sentier parfumé. En ce matin d'automne parfait, des guirlandes lumineuses scintillaient dans des bocaux en verre suspendus par de petites mains, et des chaises disposées en demi-cercle faisaient face au soleil levant. Princeton se tenait devant un miroir vintage dans ce qui avait été autrefois son bureau, maintenant converti en salle de préparation pour les mariés. Son reflet montrait un homme transformé, non seulement par l'élégant smoking qu'il portait, mais par la lumière dans ses yeux et la détermination dans son maintien. « Ta cravate est de travers », annonça Helena, apparaissant derrière lui. Elle l'ajusta avec une précision maternelle. Difficile de croire que c'est le même homme qui est entré ici en comptant les dollars au lieu des âmes. Cet homme me semble être un étranger maintenant, admit Princeton en touchant le ruban bleu dans sa poche, le premier cadeau de Sophie, devenu son porte-bonheur. La porte s'ouvrit et Maria entra, Sophie trottinant à ses côtés. La petite fille, maintenant stable sur ses jambes, portait un panier de pétales de rose avec une importance solennelle. « Quelqu'un voulait te voir avant la cérémonie », expliqua Maria, regardant Sophie graviter vers Princeton. Elle a insisté pour s'entraîner à son rôle de demoiselle d'honneur une fois de plus. Princeton souleva Sophie, des pétales de rose tombant en cascade autour d'eux. « Et comment va notre mariée ?»« Rayonnante, » sourit Maria, et à peu près aussi nerveuse que toi. Dans une autre pièce, Sabine se tenait entourée des femmes dont elle avait aidé à transformer la vie. Sa robe de mariée était simple mais élégante, sa soie ivoire complétée par un bouquet de fleurs sauvages cultivées dans le jardin du refuge. Quelque chose d'emprunté, dit Helena en épinglant une broche en perles vintage sur la robe de Sabine. Elle a survécu à 2 guerres et 3 mariages. Comme sa propriétaire, elle refuse d'être brisée. Janet s'approcha avec un stéthoscope orné d'un ruban bleu. Quelque chose de bleu, parce que tu nous as appris que la guérison prend de nombreuses formes. On frappa à la porte, révélant l'un des membres du conseil d'administration de Princeton, non pas avec des objections cette fois, mais avec des larmes aux yeux. La conversion du Penthouse est terminée, rapporta TL. 20 nouvelles unités prêtes à changer des vies. Considérez cela comme notre cadeau de mariage. Le jardin se remplit d'un mélange extraordinaire d'invités. Des dirigeants d'entreprises étaient assis à côté de résidentes du refuge, des mondains discutaient avec des travailleurs sociaux, et des enfants couraient entre les chaises en traînant des rubans et des rires. La barrière entre les mondes s'était effondrée, remplacée par des ponts de compréhension. Alors que la cérémonie commençait, Sophie mena la procession, son chemin de pétales de rose créant un sentier d'espoir. Princeton attendait sous une arche tissée de fleurs et de rêves, le cœur plein d'une richesse qu'aucune banque ne pouvait mesurer. Puis Sabine apparut, et le monde sembla retenir son souffle. Elle se portait avec la même grâce qui avait d'abord attiré son attention, mais maintenant, elle était amplifiée par l'amour et un but partagé. Chaque pas la rapprochait, non seulement de lui, mais de leur vision commune de l'avenir. Leurs vœux n'étaient pas traditionnels, car rien dans leur amour n'avait été traditionnel. « Tu es venu à moi en pensant pouvoir acheter le monde », commença Sabine, sa voix portant jusqu'à chaque recoin du jardin.
Au lieu de cela, tu as appris à donner ton cœur librement. C'est l'homme que je choisis d'aimer, non pas le bâtisseur d'empire, mais le bâtisseur de ponts. La voix de Princeton tremblait d'émotion alors qu'il répondait. Tu as vu à travers mes murs quand je pensais qu'ils étaient incassables. Tu ne m'as pas seulement rendu meilleur, tu m'as montré que j'avais la capacité de faire plus. Ce n'est pas juste notre histoire d'amour, c'est une promesse de continuer à construire des ponts au lieu d'empire. Alors qu'ils échangeaient les alliances, Sophie s'échappa de l'étreinte de Maria et courut pour étreindre leurs jambes, transformant un moment solennel en pure joie. Le jardin s'emplit de rires et de larmes, le genre d'émotion réelle qu'aucune somme d'argent ne pourrait orchestrer. La célébration qui suivit ne fut pas seulement une réception de mariage, ce fut un testament de la transformation. Des femmes du refuge partagèrent leurs histoires de réussite, chacune étant une perle sur un fil d'espoir. Des chefs d'entreprise annoncèrent de nouvelles initiatives inspirées par l'exemple de Princeton. Les enfants jouaient sous les tables où des marchés étaient autrefois conclus, leur rire rappelant pourquoi tout cela importait. À l'approche de la soirée, Princeton et Sabine s'éclipsèrent vers le jardin sur le toit de leur pentouse convertie. La ville s'étendait devant eux, mais ils la voyaient différemment maintenant, non plus comme un royaume à conquérir, mais comme un monde de possibilités à nourrir. Regarde. Sabine pointa le refuge en bas, où des lumières brillaient chaleureusement aux fenêtres fraîchement rénovées. Notre premier chapitre. Le premier de nombreux autres, promit Princeton en la serrant contre lui. Au loin, d'autres bâtiments attendaient d'être transformés, d'autres vies attendaient d'être touchées. Leur travail ne faisait que commencer. Ils dansèrent sous les étoiles, leurs mouvements guidés par la musique des possibles. En bas, le refuge bourdonnait de vie. Des femmes étudiaient dans la nouvelle salle informatique, des enfants jouaient dans la garderie agrandie, des vies se reconstruisaient un moment à la fois. « J'ai quelque chose pour toi », dit doucement Princeton, guidant Sabine vers un coin tranquille du jardin. Là, une petite plaque attendait d'être dévoilée. On pouvait y lire « Le centre de transformation Sabine Odette Harvey, là où les secondes chances deviennent de nouveaux départs ». Les larmes remplirent les yeux de Sabine alors qu'elle traçait les lettres. « Il devrait porter ton nom aussi. »« Non », sourit-il en embrassant ses larmes. « Tu as été le catalyseur. Je ne suis que le converti. » Ils retournèrent à leur célébration main dans la main, trouvant Sophie endormie dans les bras d'Elena, Maria discutant des inscriptions en école de médecine avec Janet, et Eleanor enseignant à un jeune cadre la bonne façon d'organiser les dons. La nuit les enveloppa comme une bénédiction, pleine d'étoiles et de possibilités. Leur histoire d'amour était devenue plus que deux cœurs se trouvant l'un l'autre. Elle était devenue un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de la transformation, un pont entre des mondes qui semblaient autrefois impossiblement éloignés. Alors qu'ils dansaient leur dernière danse, entourés de la famille qu'ils avaient construite et de la communauté qu'ils avaient transformée, Princeton et Sabine savaient que leur plus grand héritage ne se mesurerait pas en bâtiments convertis ou en programmes créés. Il se mesurerait en vies touchées, en cœurs ouverts, en ponts construits entre le privilège et la possibilité. Le refuge en bas continuerait de grandir, atteignant plus de vie, créant plus de secondes chances. Et dans ces couloirs, leur histoire d'amour serait racontée non pas comme un conte de fées sur la richesse et le pouvoir, mais comme un testament de la vérité qu'ils avaient découverte ensemble, que le véritable amour, comme le véritable changement, commence lorsque nous osons voir au-delà de nos murs et ouvrir nos cœurs à la transformation. Leur héritage vivrait en chaque femme trouvant sa force, chaque enfant osant rêver, chaque cœur s'ouvrant à la possibilité du changement. Parce que parfois, l'amour ne consiste pas à décrocher les étoiles, mais à aider les autres à trouver le chemin de la maison. Fin.